Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout, sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des partages beaucoup plus personnels, de temps en temps aussi pour assister à des lives avec des invités et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode hors série en partenariat avec la société Papeasy sur un sujet ô combien passionnant et surtout d'actualité, la retraite. D'un point de vue collectif, il n'a échappé à personne qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs. Donc même en acceptant de travailler plus longtemps et de cotiser davantage, on ne pourra pas éviter l'inexorable baisse des niveaux de pension de retraite. D'un point de vue individuel, on peut attendre de voir à quelle sauce on va être mangé, ou attendre de n'avoir plus ni le temps ni le choix de s'en occuper, ou alors faire preuve de pragmatisme et s'y préparer individuellement. Et de plus en plus de jeunes s'y préparent. L'âge moyen auquel on commence à épargner pour sa retraite est de 34 ans aujourd'hui, alors que les retraités actuels déclarent avoir commencé en moyenne à s'en préoccuper à 44 ans. Les Français épargnent aussi davantage et la raison de cette hyper préparation des Français, c'est le flou artistique sur l'âge du départ à la retraite et aussi sur le niveau de pension auquel on aura le droit. Même l'État nous prépare aussi à la retraite individuelle avec la loi Pacte de 2019. La volonté du gouvernement est on ne peut plus claire, simplifier la compréhension et donc l'accès aux produits d'épargne individuelle pour aider les Français à se constituer leur propre épargne. Et ça marche plutôt pas mal. On dénombre 6 millions de Français ayant bénéficié de ce nouveau plan épargne retraite, ce nouveau produit de retraite, le PER. Ce chiffre étant un peu à nuancer tout de même, car 79% de ces ouvertures proviennent de transferts d'anciens dispositifs d'épargne retraite qui étaient très nombreux. Faut-il encore donc compter sur une retraite quand on a la trentaine aujourd'hui ? À quoi va ressembler la France qui transite vers un nouveau modèle de retraite ? Quel est le bon âge pour s'y mettre, pour commencer à s'y préparer ? Quels produits au singulier ou au pluriel permettent de se préparer à la retraite avec quel avantage au singulier ou au pluriel ? Le fameux PER est-il le seul produit d'épargne pour préparer sa retraite ? Pour en parler avec moi, j'ai reçu Thomas Givry, il est cofondateur de la société Papeasy, solution 100% digitale de produits d'épargne retraite à destination principalement des jeunes générations qui veulent non seulement préparer leur retraite, mais aussi placer leur argent dans des causes qui ont du sens. Sur cette longue introduction, je vous laisse donc en notre compagnie. Hello Thomas, comment vas-tu ? Bonjour Delphine, ça va très bien, merci. Bon, je suis très contente de te recevoir parce que ça fait longtemps que je voulais aborder le sujet des retraites. Je me sens encore loin de ce sujet et en le préparant, je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait, comment dirais-je ? Effectivement, je passais à côté de pas mal de choses en m'y intéressant pas et en privilégiant peut-être d'autres façons de préparer ma retraite que les produits qui sont spécifiques à la retraite. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la retraite, mais d'une manière assez globale. Donc, ça peut pas faire de mal. J'ai une audience qui est qui est 50% hommes, 50% femmes, mais qui est quand même assez trentenaire quadra. Donc, je pense que c'est quand même un sujet de prédilection pour cette tranche d'âge. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ne fuyez pas tout de suite. Je vous assure qu'on va essayer de rendre ça passionnant avec Thomas. Oui, on peut tout à fait le rendre fun et sympa. C'est pas la retraite doit être un mot presque banni du langage des Français. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Bien sûr, donc je m'appelle Thomas Givry, je suis le cofondateur de Papeasy, la retraite indispensable pour sa retraite, l'épargne retraite indispensable. Je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine où j'ai fait ça pendant 18 ans, où j'avais mon propre cabinet que j'avais créé à l'âge de 27 ans, que j'ai revendu pour me concentrer à 100% sur ce projet papysien
et relever ce défi énorme qui est de dire aujourd'hui on peut effectivement préparer sa retraite en étant jeune, en faisant des choses intéressantes, lucratives du coup qui vont être rentables et surtout en ayant un impact sur sa planète puisqu'aujourd'hui ça ne sert à rien de sauver sa retraite si on ne sauve pas sa planète. Parfait. En fait, la mission que tu t'es donnée à travers Papizzi, c'est de mettre toute une génération sur ce sujet, enfin, tu vois, de sensibiliser, plus que sensibiliser, c'est de vraiment mettre. Alors, on me voit pas quand on écoute l'épisode, mais je prends mes mains et c'est comme si je prenais un gros bloc de la génération, de ma génération, et pas, je l'amène sur le sujet de les retraites, parce que je pense majoritairement, on en est loin, donc c'est le défi que tu t'es donné. Alors, je me suis donné plusieurs défis. Le premier, c'est effectivement que je pense que la retraite n'est pas une histoire de vieux, mais une histoire de jeunes. Et qu'aujourd'hui, la vraie problématique des retraites à terme, sont pour les jeunes, ce sont pas pour les personnes qui sont déjà âgées et aisées d'aujourd'hui. Donc, je pense que le discours, il est mal amené. Il est amené aujourd'hui pour une population où on leur parle de défiscalisation, on y reviendra plus tard. Et on parle pas du vrai problématique des retraites et de se créer un capital nécessaire à terme pour pouvoir s'éclater à la retraite. Parce que quand on arrête son activité professionnelle, ça doit pas être une fin, mais ça doit être un nouveau commencement de démarrer sa vie après sa vie professionnelle et de pouvoir s'éclater, partir en voyage, faire un peu tout ce qu'on veut. Et pour le faire, pour préparer son plus grand voyage, il faut bien aujourd'hui commencer à mettre de côté pour le faire. Donc la première chose, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, il faut répondre, il faut parler à toute cette génération à qui on ne parle pas et utiliser un langage compréhensible et accessible pour faire en sorte que tout le monde comprenne et prenne conscience que il faut préparer sa retraite parce que personne ne le fera pour toi. La deuxième, c'est que j'ai 3 enfants, c'est une chance, mais du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, il était temps, à mon âge, j'ai 44 ans, de commencer à vraiment entreprendre pour les protéger, pour faire quelque chose qui soit un peu impactant. Je dis pas que je fais que notre solution est 100% miraculeuse et qu'on va sauver le monde de demain grâce à Papizzi, mais en tout cas, on y contribue. Et ça, c'est quelque chose qui me rend un peu plus fier et qui me rend mes enfants disent souvent qu'est-ce qu'il fait papa et maintenant ils disent il sauve la planète. Alors, ils vont un peu loin, ils vont sûrement un peu loin, mais ça fait plaisir à entendre plutôt que ils gèrent l'argent des autres quand j'étais gestionnaire de patrimoine. Ils disaient ça avant. Donc il y a un côté ah ouais, c'était ce sont des métiers qui sont toujours très compliqués. En plus, gestion de patrimoine, c'est compliqué à expliquer. Optimisation fiscale, patrimoniale. Toi, c'est ce que tu disais à tes enfants. Papa, il gère l'argent des autres. Il gère l'argent des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais, je leur avais fait une blague un jour qui est restée en leur disant qu'est-ce qui fait que papa comme métier? J'ai dit donne-moi 2 euros et la semaine prochaine je vais te promettre de t'en rendre 4, mais peut-être je t'en rends 0. C'était ça et c'est resté. Donc du coup il le répète souvent, mais sauf que je suis passé pour un brigand. J'espère que c'était pas ton pitch commercial avec tes clients. La catastrophe. C'était pas mon pitch, mais c'est resté malheureusement pour moi. La blague est restée. Bonjour, venez voir Thomas Givry, conseiller en gestion de patrimoine. Venez avec 2 euros, vous repartirez peut-être avec 4, peut-être avec rien. Appelez-moi au 06. C'était pas très commercial, ouais. Du coup, effectivement, j'ai eu aucun client de parents de l'école. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, d'avoir un métier où pouvoir se dire, voilà, on contribue à un double enjeu sociétal, hein, qui est quand même de préparer la retraite des Français, de financer cette retraite qui est indispensable, et en même temps d'œuvrer pour avoir un impact sur la société et grâce aux collections qu'on a créées, de pouvoir investir à côté d'entreprises qui ont une vraie valeur. On va en reparler un petit peu plus tard de cette partie-là de ton business parce que c'est aussi un vrai différenciant. Tu vois, je suis partie du postulat que les jeunes s'intéressaient pas à la retraite. C'est comme ça que j'ai commencé l'épisode. Est-ce que c'est vraiment vrai en réalité? Est-ce que tu constates que est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que ça se dégrade? Il y a vraiment il y a 2 catégories, j'ai l'impression. Moi, je pense que les jeunes sans les catégoriser d'ailleurs, hein, parce que c'est pas. Mais il y a une grande partie qui sont pragmatiques et qui savent que s'ils font rien pour leur retraite, personne ne fera pour eux. Et comme de se dire, s'ils investissent pas pour leur planète, personne ne va investir à leur place. Donc du coup, ils sont pragmatiques en se disant que c'est à eux de prendre ce pouvoir-là et de se préparer pour eux, pour les autres, pour voilà, d'être impactant, d'être engageant et de prendre la responsabilité de leur situation.
Ça, il y a toute une partie là-dessus. Il y a toute une autre partie qui se disent, franchement, j'ai le temps. J'ai le temps, c'est pas pressé, je démarrais peut-être à 40, etc. 40 ou 50, je sais pas. Là, cette partie-là manque encore un peu d'éducation. Il faut qu'on les aide à mieux comprendre un peu les choses, parce qu'effectivement, si tu commences tôt, tu peux commencer avec des montants qui sont pas très élevés. Et si tu commences plus tard, il va falloir vraiment que tes montants soient bien plus significatifs si tu veux retrouver un niveau de vie suffisant à la retraite. Ça, ce sont des critères. Voilà, J'ai on une va essayer question, Thomas. de jouer. Oui. Est-ce que la différence entre ces deux typologies de jeunes, alors quand on dit jeunes, on va beaucoup parler des trentenaires, grosso modo, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que la différence entre les deux, c'est ceux qui sont pragmatiques, peut-être qui gagnent plus d'argent et les autres moins? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs qui vont différencier ces deux typologies d'intérêt? Alors, j'ai pas l'impression que ce soit aussi lié à leur éducation. Alors, c'est peut-être parce on a des jeunes qui gagnent pas énormément et qui mettent tout de suite déjà de côté. Peut-être effectivement, peut-être qu'il y en a qui ont déjà un patrimoine ou une famille aisée, donc ils se disent, j'ai peut-être pas besoin aujourd'hui de me précipiter. Et c'est probablement vrai dans ces cas-là. En fait, il faut surtout se poser la question de se dire, est-ce que j'ai les moyens de ne pas le faire? Est-ce que j'ai les moyens aujourd'hui de ne pas préparer ma retraite? Si j'ai les moyens de ne pas le faire parce que j'ai du patrimoine à côté ou je commence à avoir des donations, une transmission de mes parents, etc., tout ça, sur la famille où je suis tombé, où j'ai grandi, dans ces cas-là, oui, tu peux effectivement te passer de ce type de produit. Si tu n'en as pas les moyens, il va falloir constituer ta propre retraite et ça passe par ce type de produit, par d'autres choses, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais t'es pas obligé, on dit pas que le PER et le produit EPAPISI doivent reconstituer 100% de tes revenus à terme, mais on dit que ça va y contribuer et qu'en plus, c'est un socle indispensable parce qu'il te permet de récupérer tout ce que tu vas faire durant ta vie professionnelle dans des entreprises ou dans le parcours individuel que tu vas pouvoir faire. Et tu vas pouvoir transférer toute l'épargne retraite que tu as constituée dans les entreprises, par exemple, sur ton épargne individuelle personnelle. Et ça, si tu n'as pas ce socle individuel, ben, tu pourras jamais transférer. Ouais, on en reparlera après de la technicité du produit. J'ai l'impression qu'il y a un discours un peu alarmiste, tu vois, un peu au loup, on crie au loup, on crie au feu, qui peut-être éloigne un petit peu les jeunes de la retraite, qui consiste à dire on n'aura pas de retraite. Et en fait, c'est difficile à croire qu'on n'aura pas de retraite, qu'on aura 0 retraite dans 30 ans. En revanche, on peut facilement entendre qu'effectivement, nos retraites les pensions risquent de diminuer. Déjà, c'est pas folichon aujourd'hui. Elles sont pas beaucoup revalorisées et les discussions autour de la réforme actuelle se situent sur 3 axes. C'est soit on allonge le temps de cotisation, soit on augmente les cotisations, soit on diminue les pensions. Et en réalité, le scénario s'augmente même vers les 3. Ouais. Donc, rien de réjouissant. Et du coup, quand on reçoit ce discours de on n'aura plus de retraite, moi, je rigole doucement en disant ouais, c'est trop, c'est pas vrai en fait. Très intéressant. Alors, chez Papizzi, on essaie d'avoir un ton toujours positif et on n'essaie pas de crier au loup et de donner la sonnette d'alarme. Ceci dit, puisque tu me lances sur le sujet, je vais annoncer le constat qui va être effectivement un peu alarmiste, mais qui est une réalité. Aujourd'hui, de tout ce dont tu me parles, ce sont les cotisations, les versements pour les retraités actuels. D'accord ? Un salarié ou un indépendant, la cotisation de retraite qu'il a sur son bulletin de salaire ou sur son URSSAF indépendant, d'accord, est une cotisation qui est faite pour payer les retraités actuels. Tu cotises, tu valorises des points, d'accord, des trimestres et des points qui sont liés à ces trimestres, et derrière, la cotisation, l'argent que tu as cotisé permet de payer les retraités actuels. Donc en fait, c'est un système par répartition. Et ouvre des droits à ce que plus tard, tu puisses toi-même bénéficier d'une somme dont on ne connaît pas grand-chose à l'heure actuelle. Ouais, ça ouvre des droits pour partir avec un nombre de points et de trimestres. Ouais. Mais jamais je t'ai donné la valeur du point. Non. La valeur du point dépendra du moment où tu partiras à la retraite. Elle n'est pas actée aujourd'hui. Je t'acte pas un montant. Je t'acte un point. D'accord ? Donc la différence, elle est majeure. Puisque en fait, la retraite par répartition, qui a été constituée en 1960,
avait pour objectif que tout le monde cotise pour les retraités. À l'époque, il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc tu avais 4 personnes qui cotisaient pour payer la retraite d'une personne. En 2050, tu auras 1,2 actifs pour un retraité. J'ai pas besoin de faire de grands tableaux pour te montrer que si tu cotises pour que moi je parte à la retraite, effectivement, on va avoir un vrai problème de versement, puisqu'il va falloir que tu mettes un sacré montant pour que je puisse partir convenablement durant toute ma vie à la retraite. D'accord ? Potentiellement, si on reste sur la base de 1960, il faudrait que je cotise 4 fois plus, Exactement. ou alors que je cotise 2 fois plus, mais 2 fois plus longtemps. Enfin, Exactement. Tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Exactement. Donc, du coup, ce qui, évidemment, n'est pas souhaitable. Personne n'a envie de cotiser 4 fois plus, personne n'a envie de partir à la retraite à 75 ans. C'est même infaisable. C'est même impossible, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que le montant est trop élevé par rapport à la... Ouais. Donc, du coup, à partir de là, ça signifie qu'il faut se reconstituer une retraite complémentaire à côté. C'est pour ça que le PER a été créé par la loi Pacte 2019, application 2020, pour permettre d'harmoniser, de simplifier et de faire en sorte que l'épargne retraite prenne la place de ça. Voilà. Ce que tu dis, c'est qu'on ne peut aller que vers une baisse des pensions. C'est inéluctable. En fait, le seul truc qu'on peut faire, comme on ne pourra pas allonger la durée de cotisation indéfiniment, comme on ne pourra pas multiplier les montants de cotisation indéfiniment, la seule variable qu'on va pouvoir baisser jusqu'à loin, en fait, c'est le niveau des retraites. Exactement. C'est le niveau des pensions. Donc, c'est la seule variable sur laquelle on va vraiment pouvoir jouer. Et donc, ce que tu dis, c'est et c'est là le côté un peu alarmiste, c'est que ça va baisser, pas jusqu'à 0, mais ça baissera, c'est sûr. Ben c'est certain, on parle plutôt d'un plafond maximum de versement à 1 000 euros par foyer ou par personne, on ne sait pas encore comment mais toutes les caisses de retraite le savent, tous les professionnels du milieu le savent, ce que je suis en train de dire. C'est pas le seul problème, c'est que les Français ne le savent pas vraiment parce qu'on ne les éduque pas là-dessus et qu'on ne pousse pas ce cri d'alarme, voilà, parce que ça serait un panique déjà sur les réformes des retraites, ça serait gravissime. Effectivement, il faut allonger la durée de cotisation des cotisants, mais ça va pas suffire. Ça, c'est pour payer les retraités actuels. Donc, on répond à un problème immédiat, court terme. Le problème long terme de ta retraite à toi ou même de la mienne, si je suis un peu plus âgé, moi j'en aurai un peu plus peut-être, j'espère. mais en tout cas, tous les plus jeunes, on peut vraiment estimer qu'il y a un vrai gros problème. Et en plus, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de naissances. Enfin voilà, la démographie, en plus sur le long terme, est en train de baisser, puisque les gens sont plutôt inquiets d'une manière générale de la situation économique, de la situation même écologique du monde. Donc du coup, ils font de moins en moins d'enfants. On lit pas mal d'articles là-dessus qui montrent qu'on va pas vers une démographie qui monte, mais plutôt qui descend. Il faut pas être aussi alarmiste pour nos enfants. Dans le monde entier, d'ailleurs. Ouais, dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais dans le monde entier, la retraite par répartition, la retraite par capitalisation, pardon, et la retraite de base presque de tous les pays. C'est-à-dire que tu les retrouves partout. Donc, tu sors d'une école de commerce, tu sors d'une école tout court même, tu sors de ton parcours universitaire au Canada ou aux États-Unis, la première chose que tu fais, c'est de prendre une épargne retraite. C'est pas du tout dans notre culture. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais la naïveté de penser que la réforme actuelle, je fais pourquoi ils la font, on sait déjà qu'elle est pas suffisante, qu'elle est pas utile. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, elle est utile pour les gens qui vont bientôt partir à la retraite. Exactement. Alors eux aimeraient que ça change pas trop, mais en réalité, c'est pour les gens qui n'auront pas le temps de s'organiser, qui sont à moins de 10 ans de la retraite, qui auront trop peu de temps pour s'organiser, que cette réforme est utile. Mais pour tous les gens qui vont être à plus de 10 ans de la retraite, il faut pas attendre, il faut commencer à s'en préoccuper maintenant. C'est exactement ça. Ouais. Après, je comprends que tu te dises c'est loin, j'ai pas forcément envie de mettre de côté, mais il va falloir le prendre un peu comme un impondérable budgétaire, le mettre dans ton budget tous les mois, te dire ok, je le mets, je l'oublie quoi. Je fais comme ma mensualité d'impôt à l'époque avant que ça soit prélèvement à la source, et je me dis tous les mois je mets en fonction de mes revenus 50, 100, 200, 400, 500 euros par mois en fonction de ce que je gagne plus. Et puis je mets ça de côté, j'oublie,
Et je laisse vivre ça sur les années. Après, j'oublie, je peux regarder les performances et tout, c'est toujours sympa. Mais en tout cas, j'essaie de pas y toucher pour faire en sorte que j'ai un vrai capital retraite qu'il soit conséquent le jour où je parte et que je puisse en disposer. Pour qu'on soit clair et pour qu'on mette quelques chiffres, parce que moi, quand on en a parlé, ça m'a... Wouh Aujourd'hui, on part avec combien à la retraite? Si on compte en pourcentage de ce qu'on gagnait en tant qu'actif, on part avec combien à la retraite, en moyenne? Pour celui qui partira à la retraite aujourd'hui, un salarié, il a à peu près 50% de ses revenus. De ses 25 meilleures dernières années. 50%. Ouais. Et un indépendant, comme toi, par exemple, 50%. 30%. 30%. Voilà. Ça, c'est sur les régimes. Quand tu me l'as dit quand tu me l'as dit en préparant, j'étais pas prête. Ça, c'est sur la régime de base. Parce qu'en réalité, moi, j'étais restée sur le 70%. Et tu m'as dit, non, mais ça, Delphine, c'est plutôt fonctionnaire, le fonctionnaire. Ouais. Et après, derrière, si tu as des régimes complémentaires qui sont mis par l'entreprise et qui sont propulsés, etc., tout ça, ou en fonction de ton statut cadre, des choses comme ça qui peuvent évoluer, tu peux effectivement monter jusqu'à 60, 62% de tes revenus, là, rarement plus haut. Et après, en tant que salarié. En tant que salarié. Ouais. En tant qu'indépendant, il va falloir que tu te constitues toi-même ta retraite parce que au-delà des 30%, et qui sont plafonnés, hein, attention, c'est 30% plafonnés par rapport à tes revenus. Donc, si tu gagnes énormément, ça sera 30% d'un plafond de sécurité sociale. Pas 30% de tes revenus vraiment totaux. Ouais. Quand on s'y connaît un peu, quand on est indépendant, les plafonds de sécurité sociale, c'est jamais dingo, quoi. Non, ouais, puis après c'est pas un plafond, c'est pas un plafond annuel de sécurité sociale, mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails des calculs parce que ça serait un peu ennuyeux. Mais en tout cas, c'est limité. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 30% avec une limite, avec un plafond. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas forcément si tu gagnes 200 000 euros par an plus tard et que ça t'aura pas 30% de ces 200 000. Voilà, ça sera plafonné. Et quand tu parles de 50% pour les salariés, c'est une moyenne. Ça a plutôt tendance à, oui, ça a plutôt tendance à baisser. On vient d'en parler, mais c'est pour quelqu'un qui a fait une carrière assez stable, sans trop d'interruptions, ou ça inclut quand même des petites périodes d'interruption. 50% des 25 dernières années de tes revenus. 25 dernières années, ok. Alors que le fonctionnariat, c'est les 10 meilleures années, ou les 6 dernières, je sais plus. C'est peut-être 25 meilleures années ou 10 dernières années. 25, soit c'est les 25 dernières, soit c'est les 25 meilleures. En général, les 25 dernières, c'est les 25 meilleures en général. Bon, parce qu'on a tendance à progresser. Mais bon, ça fait une moyenne sur 25 ans qui est longue quand même. C'est pas la fin de ta carrière où tu gagnes vraiment le plus, tu vois. 25 ans de revenus, c'est beaucoup. Donc, le salarié déjà va avoir une vraie baisse de revenus conséquente. L'indépendant encore plus. C'est vrai qu'une solution comme le PER, après, on verra, mais répond à ces deux catégories de personnes, salariés et indépendants. Ouais. Tu parlais du régime par capitalisation, donc nous, on a un régime par répartition, et dans beaucoup de pays, effectivement, c'est pas comme nous. Donc la répartition, tu l'as expliqué, hein, c'est les actifs payés pour les retraités actuels, et le régime par capitalisation, c'est chacun se fait sa propre cagnotte de retraite individuellement. En gros, c'est ça, en bénéficiant en fonction du pays de différentes solutions que va mettre en place le pays, plus ou moins avantageuses fiscalement, pour que chacun puisse se faire sa propre retraite. Moi, j'ai l'impression que dans les pays où c'est vraiment plus institutionnalisé, où les gens n'ont connu que ça, j'ai l'impression que c'est souvent des pays où les salaires aussi sont un peu plus élevés. Parce que c'est globalement des pays où il y a moins d'assistance de l'État sur tout un tas de sujets, et que du coup on déporte la protection sur l'individu, et que ça contribue de fait en général à avoir des salaires qui sont un petit peu plus élevés. Donc je me dis, nous on est un petit peu dans un entre-deux qui est bâtard, c'est-à-dire que comme on a quand même un niveau de prise en charge de l'État qui est très élevé, qui tend à diminuer, mais on n'est pas encore prêt à passer sur un autre système, en fait, l'effort qu'on nous demande, il est encore un peu, tu vois, il est un peu important par rapport le système n'est pas encore organisé, en fait, tu vois.
Il y a pas mal de sujets dans ta réflexion. Il y a un sujet social, hein, qui est vrai là-dessus, de dire ok, comment on fait pour aider un peu. On a un système qui est très fort et qui est très social, dont on est très fier en France qui participe on va dire l'aide un peu de tout le monde, et qui contribue en tout cas à faire en sorte que les moins chanceux et les moins riches puissent bénéficier d'un statut social aussi protecteur. Et ça, je trouve ça bien. Également sur la retraite. Et je pense qu'il faut que ça continue. Donc le système par répartition devra continuer à exister, mais peut-être pour une population plus en besoin, on va dire. Et derrière, on est comme tout pays, on a une disparité qui grandit. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de pauvres et de plus en plus de très riches. Le milieu de gamme commence à être de moins en moins, voilà, il se creuse, on va dire. Fourni. Il y en a de moins en moins fourni, ouais, c'est de Oui. moins en moins fourni. Donc, du coup, il y a un sujet social dans ce que tu soulignes qui est vrai, mais il y a un sujet aussi de réalité qui fait que de toute façon, il va bien falloir se la constituer. C'est une réalité, ce que je dis. J'invente pas des chiffres, j'invente pas les faits, j'invente pas la démographie. Ce n'est que lié à la démographie, en vrai. Et si ta démographie elle baisse et qu'aujourd'hui tes actifs peuvent plus payer pour les inactifs parce que t'en as autant, ben j'ai pas besoin de faire de grands dessins de schéma pour dire ben si c'est ça et que tu veux profiter de ta retraite, partir, peut-être. J'ai eu une question à mon sur une interview où on m'avait dit quel âge il faut partir, à 62, 65, 67. Et j'ai dit ben ça dépend de combien vous avez besoin. En fait, c'est une question de moyens. Si je peux partir à 62 ans et que j'ai suffisamment pour partir, ben peut-être que je vais décider de partir à 62. Si tu vois, si je me suis constitué un capital de retraite suffisant et que on me dit, ben à 62 tu peux partir, mais t'auras pas ta retraite à taux plein. Je m'en fous, il y a rien. Je prends mon capital de retraite, je prends mon taux à 50 ou 60% de mon taux de retraite et je pars à la retraite avec. Et c'est grâce à ce que je me suis constitué que je peux m'éclater à ma retraite, etc. et démarrer à 62. Si je peux pas avoir les moyens, eh ben, il faudra peut-être que j'attende 67, et peut-être, on verra plus tard, ça sera peut-être 70, 72, ou il y en a d'autres qui, s'ils n'ont pas pu se constituer leur retraite, ils auront 2 boulots, 3 boulots à la retraite. Et ça, dans plein de pays, on le voit dans plein de pays, ça. C'est ça. En fait, de fait, on se dirige vers une société un peu plus polarisée, Ouais. où il y a les gens qui ont pu épargner, se constituer une épargne retraite, et puis ceux qui n'ont pas pu. Alors, on n'a pas pu parce que on n'avait pas les moyens. On n'a pas pu parce qu'on ne s'est pas forcément donné les moyens. Alors, c'est facile à dire, mais il y a une question de culture, il y a une question d'environnement familial, effectivement, tout le monde n'a pas accès à ce savoir. A beau être disponible sur Google, encore une fois, c'est toute une question d'environnement, et c'est le problème de la pauvreté en France, c'est que la pauvreté nourrit la pauvreté et que c'est encore plus difficile de s'en sortir. Et tu disais quelque chose de très vrai, c'est est-ce que demain, finalement, le système n'aurait pas intérêt à évoluer vers on enlève l'universalité de la retraite? C'est-à-dire qu'à un certain niveau, effectivement, certaines personnes ne bénéficient plus d'une retraite de base. En cas de gros accidents de la vie, il peut toujours y avoir peut-être des minima vieillesse, mais la retraite bénéficie aux inactifs qui en ont le plus besoin aussi. Et créer des fonds de solidarité qui permettront aussi d'aller là-dessus. Je vais pas spolier l'activité de Papizzi et le futur qui va arriver, mais on va créer, effectivement, on est en train de travailler sur une collection autour de l'humain pour pouvoir dire, ok, ben, on peut préparer sa retraite tout en investissant sur des collections qui peuvent favoriser l'insertion sociale, l'égalité des gens, l'égalité sociale, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'habitat, des choses du coup qui peuvent permettre aussi d'aider et de compléter un peu tout ça par ce système capitaliste où je suis d'accord qui existe, mais c'est une réalité. Il faut en prendre conscience aujourd'hui et se dire si je peux me permettre de mettre de côté pour mon épargne retraite, pour me préparer mon avenir et celui de mes enfants, ben aujourd'hui il faut que je le fasse. Ça doit faire partie de mes investissements, de mes réflexes, on va dire plutôt même. Voilà.
Mais sociétalement, c'est intéressant de comprendre aussi pourquoi il y a une lutte. C'est pas juste pour la défense de certains intérêts, certains acquis qui, on peut imaginer, sont déjà en partie à la poubelle. C'est la faute à personne, c'est la faute à la démographie, c'est la faute à l'évolution de la vie en général. Mais on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il y a encore des syndicats pour se battre, pourquoi il y a au nom des acquis d'eux. C'est aussi quel nouveau modèle on va instaurer. Est-ce qu'on va instaurer un modèle très à l'américaine où effectivement, c'est chacun pour soi. Il faut se le dire, c'est chacun pour soi. Ou est-ce qu'on peut imaginer un entre-deux où on garde certains acquis du système actuel? Je pense plus que ça, Oui, voilà. En gros, on met l'accent sur protéger les plus, ce qui est le rôle de l'État, protéger les plus démunis et les plus fragiles. Et effectivement, les autres, eux, on compte sur eux pour se démerder. Par contre. Exactement. Et donc, à partir de quel montant on va considérer que tu dois te démerder. C'est ça. Et ça, on ne sait pas trop. Et surtout, du coup, toi, tu ne sais pas trop non plus. Tu es jeune, tu démarres et tu ne sais pas où tu vas terminer. J'espère que tous les jeunes qui démarrent et qui ont une activité salariale ou indépendante ont une vocation de bien gagner leur vie, tu vois. Et donc, quand ils vont bien gagner leur vie, on va leur dire, toi, tu n'accèdes plus non plus à la retraite. Donc, du coup, si tu prépares pas tôt, tu vas te retrouver dans un système où il va falloir que tu cotises tellement pour rattraper ce retard où tu n'as pas démarré tôt, que ça va être, là, pour le coup, ça risque d'être confiscatoire sur ton budget. Ouais, parce que le temps est un facteur de manière générale dans l'épargne, pas que dans l'épargne retraite. Le temps est un facteur énorme, est un levier d'enrichissement. Faut le dire aussi. Et plus on a de temps et plus on a de possibilités de faire travailler l'argent, de créer de l'argent avec de l'argent et donc de faire fructifier son. On a travaillé sur capital. On a travaillé sur ce qu'on appelle des personas dans notre métier, et puis on est en train d'essayer de travailler sur un développement qui permettrait d'avoir des simulateurs où tu vois ça justement entre le montant et l'âge. C'est assez intéressant. Ouais. Tu dis en fonction, si je démarre à 30 ans et que je mets 80 € par mois, qu'est-ce que ça me fait comme capital le jour où je pars? Si je démarre à 40 avec ce même montant, qu'est-ce que ça me fait? Ou pour avoir ce même capital à terme, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dans 10 ans? Et quand tu fais ce genre de schéma, alors là, j'ai pas exactement tous les chiffres, etc., mais c'est du simple au double. Ouais. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il faut presque, voire plus même, je crois. En fait, c'est le principe des intérêts composés qui sont un petit peu boostés du fait et on va reparler du fait du mécanisme fiscal, c'est un petit peu boosté sur le PER, mais globalement, on est dans le mécanisme des intérêts composés et voilà. Si vous tapez tout sur Google, calculatrice intérêts composés, vous allez en avoir plein, vous allez choisir celle qui vous intéresse. Et faites des simulations et on voit bien qu'en 10-20 ans, c'est pas foufou ce qui se passe. Ça commence à être sympathique au-delà de 20 ans en réalité. Moi, j'ai toujours fait ce constat-là. Peu importe le montant qu'on a mis, le capital initial, les versements réguliers, etc. On voit que ça commence à être sympathique au bout de 20 ans. D'où le fait de s'y prendre à l'avance. Puis alors à 30 et 40, je te parle même pas. Mais... là, c'est pour ça que on voit tout de suite un capital qui, quand tu démarres tôt, qui est impressionnant, alors que ton montant d'épargne n'est pas forcément monstrueux. Donc tu peux démarrer à 50 € par mois et puis tu vois l'évolution. Mais même 50 € par mois sur 10 ans, ça va faire déjà un sacré montant, et ce montant qui lui va être capitalisé encore sur 20 ans peut-être, ça fait encore un sacré montant. Donc du coup, plus tu démarres tôt, plus c'est indolore. Oui. C'est un peu comme quand tu prépares les études de tes enfants. C'est si au début tu te dis j'ai le temps, ils ont 4 ans et 6 ans, et puis en fait tu te dis j'ai le temps, mais en fait si je commence à m'y prendre à 5 ans de leurs études versus 15 ans de leurs études, c'est pas du tout le même effort d'épargne que je vais devoir faire, ou alors eux ils vont devoir se financer une partie de leurs études, voire même se restreindre sur certains choix d'études, se tourner vers l'alternance. Et heureusement qu'en France, on a plein de possibilités, mais ça restera les choix. C'est-à-dire, ok, j'ai pas vraiment le choix. Là, si je veux faire des études, je suis obligée de faire de l'alternance, je suis obligée de prendre un prêt, et j'ai pas la possibilité de faire autre chose. Et par exemple, les études médicales, on les fait pas en alternance. Non, pas encore. Enfin, 20 ans d'études en alternance. J'espère pour les patients que ça sera pas tout de suite l'alternance du médecin, mais oui, c'est exactement la même chose.
c'est de démarrer pour tes enfants et de démarrer tôt, si tu peux. Bien sûr, ça sera toujours plus bénéfique que de se réveiller trop tard. Sinon, après, il va falloir faire des crédits, etc., complets pour payer les études en fonction de ce qu'ils veulent faire, à l'international et compagnie. Et la retraite, c'est la même chose. Ça doit faire partie aujourd'hui. Il faut que ça devienne un réflexe, il faut que ça devienne une habitude des Français, et qu'on se dise, il faut que je me le constitue moi-même, parce que si je le fais pas moi, personne ne le fera pour moi. Donc, je démarre tôt, je constitue tôt. On apportera bientôt, j'espère, des solutions aussi pour le faire pour les enfants mineurs. Aujourd'hui, on peut pas trop. Il y a un côté vide juridique là-dessus, donc on s'y met pas trop. Mais je pense qu'on va pouvoir bientôt le faire. Et ça sera intéressant après. Un mineur, c'est encore un autre. Préparer ta retraite pour un mineur, tu vas vaut mieux préparer peut-être l'épargne pour le coup, pour ses études, etc., que préparer vraiment sa retraite. On démarrera peut-être sa retraite au moment où il démarrera sa vie active, tu vois, peut-être. Faut faire chaque chose en son temps aussi. Démarrer trop tôt, on va pas démarrer une retraite à un enfant de 5 ans, tu vois. On pourrait déjà commencer à épargner pour ses études. Là, c'est un peu. Il vaut mieux effectivement te dire, je démarre avec, par exemple, une assurance vie, l'épargne de mon enfant, pour qu'il ait un capital intéressant, si je peux me le permettre, le jour où il en a besoin, 18, 20, 25 ans, qu'on puisse en bénéficier. On peut mettre des clauses spécifiques où le parent peut organiser tout ça. Mon ancien métier qui parle. Et à côté de ça, démarrer sa retraite quand lui, il va la démarrer tout seul quand il sera en vie active, un peu comme un réflexe que je disais, quelque chose qui doit être presque automatique, où je démarre ma vie active. Et ben, si je suis indépendant, la première chose que je fais, c'est que je prends une prévoyance et une retraite. Et si je suis salarié, eh ben, je prendrai une retraite. Comme on a eu la mutuelle pour tous en 2016, on aura de toute façon, c'est inévitable, la retraite pour tous. En tout cas, j'imagine que tu œuvres pour ça, mais ce serait plutôt pas une mauvaise idée, ne serait-ce que parce que ça crée un volet éducatif aussi sur ces sujets-là. Ouais, j'œuvre pour ça. En tout cas, je pense que c'est une vérité, donc c'est une vérité de société. Donc en tout cas, j'essaie d'apporter une solution à ce fait, voilà, et de trouver d'essayer d'apporter une solution qui soit fun, qui soit un peu. On peut faire tout ça en étant. C'est pas forcément, comment dire, ça doit pas être pris comme un effort douloureux. Ça doit pas être pris comme quelque chose, tu vois, voilà. Tu fais une bonne transition parce que non, mais pour moi c'est un point sensible, tu vois, la notion de est-ce que oui ou non c'est douloureux, est-ce que c'est source de frustration de mettre de l'épargne de côté. Tu sais, quand j'ai commencé le podcast, vraiment, je l'ai fait aussi parce que je m'étais rendu compte qu'on épargnait un peu. Souvent, on fait un virement, voilà, sur un compte épargne. Et puis, c'est un gros fourre-tout. On ne sait pas trop pourquoi on épargne. Et on ne va pas jusqu'au bout de la démarche qui est de se préoccuper de quelle poche d'épargne je vais alimenter, pour quel motif. Et est-ce que je peux évidemment avoir des stratégies, combiner les stratégies, parce qu'on n'épargne pas de la même manière pour, je sais pas, pour sa retraite que justement pour les études des enfants. Et du coup, ça dépend à quel âge, ça dépend quel âge ont tes enfants. Et en fait, c'est toute une question. L'épargne est toute une question de durée, de temps, de durée et de risque. Et après. Ouais, mais il faut pas se le cacher. Pour la plupart des gens, l'épargne c'est chiant en fait. Donc, j'en mets un peu de côté parce que c'est sympa. Et après, tu vois, il y a vraiment ce truc, je vais pas au bout. Je vais te dire mon cas, il est pas universel, mais j'épargnais par bonne conscience parce que je savais qu'il fallait le faire, parce que je l'ai toujours fait, parce que mes parents m'ont inculqué ce réflexe. Mais à aucun moment, je mettais le montant de mon épargne en face d'une quelconque réalité. Et du coup, en fait, je sous-épargnais. Je me rendais pas compte. J'étais contente de moi parce que je dépensais moins que ce que je gagnais. Mais en réalité, j'étais loin de couvrir
ce que j'aurais dû couvrir, ou ce que je voulais couvrir avec cette épargne, qui était censée financer à la fois mes vacances d'été, la formation que je voulais faire pour compléter mon savoir, et puis j'y pensais pas à l'époque, mais potentiellement effectivement mon épargne, etc. C'est vrai que je rigole souvent avec ça, mais on se préoccupe d'épargner pour son mariage quand on reçoit une demande en mariage. En réalité, à un moment donné, quand c'est une discussion, que tu es en couple, qu'il y a des discussions, que c'est pas tabou, etc., et qu'il n'y a pas de no-go sur ce sujet-là, à un moment donné, je vois pas pourquoi on attendrait la demande en mariage pour prendre les devants. Et c'est un peu, et on fait ça un peu avec tout, si tu Après, veux. si tu es pas, ouais. Après, si tu épargnes pour ton mariage, mais que tu n'as jamais de demande, ça va être frustrant. Mais on l'utilisera pour autre chose. Oui, il faut en être conscient que c'est pas forcément que pour ça. C'est très intéressant parce que du coup, effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire dans notre solution, dans Papizzi, c'est on a voulu redonner du bon sens dans l'épargne. Par exemple, du coup, et là, je pense que c'est un problème d'éducation et de transparence de l'investissement. Je m'explique. Si par exemple tu investis chez Papizzi, on y reviendra plus tard peut-être sur sur le parcours, mais tu choisis en premier lieu des collections que tu veux soutenir. Eau, planète, énergie. Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Demain, une autre collection qui sera autour de l'humain, social. Euh, Tu choisis ça et du coup derrière, on va pouvoir t'expliquer en transparence. On travaille de plus en plus là-dessus. C'est un long travail, hein, tu le sais, dans ces investissements-là, pour aller trouver des entreprises, interviewer les gérants, interviewer derrière même les entrepreneurs qui sont à la tête de ces boîtes-là, etc. Et pouvoir dire, OK, Delphine, tu investis dans la collection O chez Papizzi, ben derrière la collection O, il y a monsieur machin qui, lui, a une entreprise qui fait ça et qui fait ça pour demain faire en sorte que la qualité et la quantité de l'eau soient au rendez-vous et faire en sorte qu'on n'ait pas une pénurie dans les années à venir, puisqu'on sait que si on ne fait rien, dans 20 ou 30 ans, il y aura plus d'eau potable pour 75% de la planète. Donc, du coup, tu as une vraie sensibilité, donc tu sais pourquoi tu investis. Et je trouve ça, moi, très intéressant, c'est que tu ne fais pas qu'épargner, tu investis aux côtés d'entreprises et d'entrepreneurs qui ont une vraie vocation à changer le monde de demain. Et en plus, du coup, tu vas être à leur côté dans ces investissements-là et ça va te permettre d'avoir une rentabilité en plus parce que tu prends du risque à leur côté parce que tu as le temps de le faire. D'accord? Encore une fois, si je veux de la rentabilité, il faut que je prenne du risque. Si je veux du risque, il faut que j'ai le temps. Toujours ce schéma-là, il sortira jamais de la réalité économique d'investissement. Donc, du coup, si j'ai un problème court terme, si j'ai un besoin court terme et que mon enfant, il a, par exemple, 15 ans, que je suis, et que je sais à 20 ans, donc à moins de 5 ans, il va falloir qu'il sorte, je vais pas prendre trop de risques puisque c'est court comme temps, 5 ans. Si je suis au-delà de 8 ans, je peux commencer à prendre un peu de risque. Si je suis à 20 ans, lâchez-vous. Là, entreprenez, accélérez, accompagnez les entreprises qui ont une vraie, qui veulent faire ce changement-là. Et il faut être à leur côté. Et nous, on va vous apporter toute la transparence de cet investissement-là, humain, pas qu'une transparence financière, une transparence humaine, pour vous permettre de bien comprendre là où vous mettez votre argent. Et ça, je trouve ça passionnant. Donc, c'est effectivement, on sort de cet effort d'épargne qui peut être un peu pénible, de se dire, franchement, épargner, je préfère aller m'éclater au resto ou sortir. Oui, tout à fait d'accord. Déjà, il faut pas que il faut pas que l'épargne devienne, faut qu'on vive quand même, hein, d'accord. Faut que même l'épargne retraite, il faut que ça soit, faut qu'on puisse le faire dans les moyens qu'on a. Mais on peut démarrer à 50 euros par mois. Je pense que 50 euros par mois, c'est accessible. Tu vois, tu démarres avec un montant qui est accessible. Donc même s'il est petit, démarrer ce schéma-là va te mettre dans le train de l'avenir, voilà, et va te faire rentrer dans cette conscience collective que de toute façon il faut que tu prépares ta retraite. Et en plus, tu auras cette information-là, pas que financière, bien au contraire, cette information humaine qui vont te dire, ben voilà, telle entreprise, tu étais investi dans telle collection, voilà ce qu'ils ont fait, voilà chez qui on a investi, voilà les valeurs qu'on a portées, voilà les changements qui ont été réalisés, etc. Et ça, je trouve ça, moi, je trouve ça passionnant. Donc là, on est Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Hein. On est rentré à pieds joints dans ce qui est le dispositif, le produit d'investissement. Il en existait plein avant. Du coup, il y avait une certaine complexité et du coup, aujourd'hui, tout a été simplifié par l'État et il n'y a plus qu'un seul produit. Alors, c'est pas aussi simple que ça, tu vas nous expliquer, mais grosso modo, il y a une verticale de produits consacrée à la retraite. Son petit nom PER. C'est que c'est plan d'épargne retraite, tout simplement.
exactement. Ok. Ouais. Et donc, On aurait pu trouver mieux, mais le petit pépère. Donc ça, ouais. c'est le produit phare, central, structurant de l'épargne retraite. Tu disais tout à l'heure que c'était pas la seule façon de préparer sa retraite. On pourra en reparler un petit peu. Là, j'ai envie du coup qu'on découvre un petit peu ce produit, qu'on apprenne à le connaître. Moi-même, pour être tout à fait honnête, autant je suis assez familière de l'assurance vie, déjà un petit peu moins du PEA. Mais honnêtement, bah voilà, j'avoue mon ignorance sur ce sujet. Donc je l'ai bien préparé avant, mais du coup j'ai fait des découvertes vraiment intéressantes. On va en reparler. Mais c'est un produit que je m'étais pas intéressée vraiment. Non, mais c'est intéressant. Il faut pas confronter, ouais. Il faut pas confronter l'assurance vie et le PER. Souvent, les gens disent oui, mais pourquoi je ferais pas une assurance vie? Pourquoi un PER? Bon. Il faut pas les confronter. Les deux doivent coexister, cohabiter, voilà, dans un patrimoine. Ça, c'est presque une certitude patrimoniale. Le PER, qui vient de la loi Pacte 2019, ce que je disais avec l'application 2020, est un produit qui a harmonisé et simplifié tous les produits de retraite individuelle du marché. Donc du coup, on avait avant le Madelin, le PERP, le PERCO, Préfond, article 83, enfin j'en passe d'autres systèmes. Et tout ça, tu avais une souscription et une sortie qui étaient toutes différentes. Chacun de ces produits avait des règles différentes. Donc c'est d'où la complexité. Exactement. Le PERP, tu souscrivais, tu pouvais déduire ce montant-là de ton impôt sur le revenu, et à la sortie, tu pouvais sortir, si tu le souhaitais, 20% en capital et le reste en rente, ou tout en rente. Le Madelin, ça se souscrivait de manière indépendante sur ton entreprise si tu étais gérant non salarié, ou si tu étais travailleur indépendant dans une URL ou en bénéfice non commerciaux ou en BIC. Et ben ça se déduisait de ton bénéfice, et à la sortie, ça ne sortait qu'en rente. D'accord? Tu ne pouvais pas le sortir en capital. Le 83, tu pouvais le sortir qu'en rente aussi. Ouais. Donc en gros, le PERCO, tu pouvais sortir tout en capital. Donc en fait, tu avais tout un truc qui était complexe. Et ils ont dit, on va arrêter tout ça, on va harmoniser avec des innovations majeures qui sont liées au PER. La première, c'est que le produit, il appartient à l'individu et non plus à l'entreprise. Donc si par exemple tu avais un produit avant, si tu changeais 3 fois d'entreprise, tu avais 3 contrats de retraite par exemple dans ton entreprise, il fallait que tu attendes d'être à la retraite pour demander le capital ou la rente issue de ces contrats. Donc déjà, il fallait t'en rappeler. Je sais. Ça m'arrive de recevoir des courriers d'un truc. Ah oui, on avait ouvert ça pour moi. Et même moi, Delphine, je me suis rappelé que j'avais 2 ou 3 entreprises sur lesquelles je me dis merde, avant j'ai fait ça et j'ai jamais eu oui, j'ai parce jamais que demandé de contrat de retraite. Donc j'ai des contrats de retraite. Ça peut paraître bête, ouais. mais en réalité, moi, on parle d'un truc où c'est un job que j'ai fait pendant 10 mois. C'était à la chambre de commerce et d'industrie. Voilà, j'ai fait ça pendant 10 mois. Ça a clairement été un truc de transition dans ma carrière. Et à l'époque, on l'ouvrait automatiquement. J'avais moins de 30 ans. Ça m'intéressait pas et je suis pas sûre d'avoir vraiment une information sur le sujet. Enfin, honnêtement, c'était juste automatique à partir du moment où j'étais créée comme salariée dans la base, quoi. Ouais. C'est ça, moi j'ai fait plus d'années que 10 mois, mais plus de mois que 10, mais du coup même moi je les ai oubliés, donc, tu vois. Gros Alors que c'est pactole, mon hein, métier. sûrement. Gros pactole. Pas gros pactole, mais peut-être que ça a bien fructifié, on sait jamais. Mais je crois qu'ils annonçaient encore qu'il restait encore, je sais pas combien de milliards de contrats Mais qui oui. n'étaient pas demandés à la départ à la retraite. Donc ça, voilà. Donc du coup, le PER harmonise tous ces régimes-là et il n'y a plus qu'un seul produit. Donc, et on peut les récupérer, transférer tous ces anciens produits sur le PER. Les anciens produits seulement. On peut pas rassembler les produits actuels sous un seul. Si, Ok. si aussi. Ouais. Ok, donc en fait, mon entreprise peut m'ouvrir des PER, c'est ça? Ton entreprise, si elle a elle peut t'ouvrir des PER sous 2 conditions. La première, si elle met par exemple un intéressement, une participation avec un plan d'épargne retraite collectif Ouais. dans l'entreprise pour dire voilà, j'offre à tout le monde ce plan d'épargne retraite entreprise par rapport à un système de salarial complémentaire pour dire si vous mettez 100, je mets 20, 50, 100, 200 jusqu'à 300% du montant que vous versez, d'accord? Donc ça, elle peut mettre en place un système comme ça d'entreprise collective. Donc toi, tu pourras avoir, si tu es salarié, un plan d'épargne retraite collectif, un PER dans l'entreprise avec le compartiment collectif à l'intérieur.
Et 3 ans plus tard, même si tu es encore dans cette boîte, on peut le transférer sur ton contrat individuel. Ok. Et si tu quittes cette boîte, de toute façon, ce capital, tu pourrais le transférer sur ton contrat individuel. Donc, quoi qu'il arrive, si tu veux, je suis presque sûr d'une chose, c'est que chaque Français, le jour où il partira à la retraite, aura un contrat individuel. Puisque tu vas devoir récupérer tes anciens contrats d'entreprise et tes contrats. Donc, le père le père individuel, sera un contrat presque indispensable dans la sacoche, on va dire, patrimoniale de chacun. Juste faire une clarification. Quand l'entreprise met en place un plan d'épargne entreprise, un PEE, il peut y avoir une poche retraite, il peut ne pas y avoir de poche retraite. Il peut y avoir une poche juste intéressement participation. Ouais, PE tout court, sans perco. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est un peu au choix de l'entreprise de faire soit un mix. Ouais, ça dépend du nombre de salariés, ça dépend de ce qu'elle veut faire. La différence pour l'entreprise, c'est que effectivement, le PER a été toujours beaucoup moins liquide que pas mal d'autres options. Ouais. Donc c'est souvent lié à une stratégie de participation d'intéressement qu'on met en place avec une politique salariale complémentaire pour pouvoir favoriser les salariés à rester dans l'entreprise et favoriser on va dire éviter les départs, voilà, ce genre de choses. Mais c'est un autre débat que ça c'est de la stratégie salariale et de la stratégie de fidélité des entreprises. Mais après le PER maintenant qui fait foi, les mêmes produits pour tout le monde, que ce soit en entreprise ou en individuel, c'est les mêmes particularités à l'intérieur. Donc du coup, ça veut dire que le contrat il appartient à l'individu. Donc tu changes d'entreprise, tu vas pouvoir transférer ce contrat sur ton contrat individuel. Ça, c'est la première innovation majeure. Et la deuxième, c'est qu'on peut sortir 100% en capital. C'est énorme innovation, énorme changement dans le paysage des retraites en France, où tu pouvais sortir qu'en rente. Ouais. Pour rappel, la rente est une rente viagère qui dépend de l'âge estimé des actuaires où tu vas mourir. Très sympa comme situation. Oui, parce que c'est pas toi qui fixes ton niveau de rente. Tu peux pas dire, en fait, j'ai 100 000 sur mon PER. Du coup, je fais mon petit calcul. Je veux 500 par mois. Quand il y en aura plus, il y en aura plus. En fait, quelqu'un décide à ta place. Ça, tu peux le faire. Maintenant, ça, tu peux le faire avec la sortie en capital fractionné. Ouais. Ça, tu peux le faire. Mais avant, tu pouvais pas le faire. Tu pouvais pas. Et si tu choisis la rente, on va calculer un âge probable de décès. Ouais. Je te la fais courte, mais en gros... si tu décèdes avant, tu l'as dans l'os. Ouais. Il faut en gros passer 94 ans pour que ça soit gagnant pour l'assurer. Pour que la rente elle soit gagnante. Donc, moi, je pense qu'il faut pas faire ce type de pari, à part quelques cas isolés. Sinon, le capital reste très très souvent la meilleure solution de sortie. Petit détail, mais quand tu optes pour la rente, est-ce que au moment du décès, ça s'arrête là, ou est-ce que il y a un reliquat qui est cédé à ton conjoint survivant, aux héritiers? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de l'option de rente que tu as prise. Ok. Ça dépend de l'option de rente de chaque compagnie d'assurance, des options de rente qu'elles te mettent ou pas en face. Et à chaque fois que tu prends une option de rente, je ne vais pas faire de dessin, mais c'est des frais. Ça diminue. Je veux reverser à mon conjoint en cas de décès, au lieu d'avoir peut-être 500 € par mois, j'aurai que 300. Ah oui. Tu vois okay. tu vois, non, alors je suis peut-être allé un peu trop dur j'ai tranché un peu fort. Non, mais d'où le fait de sortir ton capital et de décider de toi-même d'en disposer comme tu veux. Ouais, moi j'aime bien ce principe de dire de toute façon reste maître de ce qui t'a, à part quelques cas isolés encore une fois qui peuvent faire en sorte que la rente soit plus intéressante. Sinon, très souvent le capital est plus intéressant. Tu le fractionnes, tu démarres ta retraite. Tu vas peut-être avoir besoin de faire plus de voyages et de sorties, etc. Dans ces cas-là, tu vas avoir besoin de plus de montants. Donc, tu vas peut-être prendre, je sais pas moi, 300, 400 € par mois là, au démarrage. Puis après, tu vas réduire parce que tu vas te dire, passé un certain âge, j'ai un peu moins de dépenses. Et dans ces cas-là, je peux me permettre de réduire les sorties en capital. Donc, c'est à ta main. C'est toi qui vas choisir comment tu vas faire. Et si tu veux même sortir d'un coup d'un seul 2000 € parce que tu as un besoin, tu pourras le faire. J'ai une question. C'est marrant. Les questions qui me viennent sont des questions techniques, alors que je pense qu'on n'a même pas encore abordé les questions de base. Mais quand même, je te la pose. Tu disais que c'était un produit individuel. Ça veut dire que en cas de dissolution du régime matrimonial, en cas de dissolution d'un mariage, notamment par exemple sur le mariage en régime
de base, le régime légal. Est-ce que ton conjoint ou ton ex-conjoint a un droit sur cette partie-là de ton argent ou pas? C'est exactement comme une assurance vie. Donc c'est le même principe que l'assurance vie. Donc si tu es en communauté et que tu as fait un contrat avec les fonds de la communauté, bah, tu auras droit à 50% du produit. Ok, d'accord. Si tu es en séparation de biens, ça va être individuel. Donc le régime matrimonial prévaut sur l'individualité du produit. Toujours. Okay. Code civil prévaut sur toute le. c'est la base de la gestion de patrimoine et le code civil. Le code civil prévaut sur tout. Je suis en train de l'apprendre en ce moment, je te cache pas. J'ai repris des études sur ce sujet-là, donc ça me passionne. C'est passionnant. Et c'est hyper complexe. Ouais. Mais ok. Ouais, ça, c'est pour éviter qu'il y ait des poches d'épargne qui puissent être exclues de la communauté, enfin que des époux puissent épargner et donc exclure une partie des fonds de la communauté. J'imagine que c'est un peu le principe. Exactement. Okay. Et après, le produit est exactement basé sur, c'est un produit d'assurance, hein, d'accord. Alors, tu as deux catégories de paires de PER. Tu as un PER bancaire ou un PER assurance. Ouais. D'accord. Un PER bancaire, c'est exactement comme un compte titre. Donc, avec tout, on va dire les avantages que tu pourras avoir dans un compte titre où tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Ouais. Comme typologie de produit. Par contre, ça reste un produit bancaire. Il n'a pas pardon. Il n'a pas les caractéristiques d'un produit d'assurance, donc notamment de transmission, de succession, de protection. Fiscalement, il n'y a pas beaucoup d'avantages à avoir un compte titre. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Mais le seul intérêt, c'est si tu veux loger des produits très spécifiques, puisque tu peux loger n'importe quel type de produit avec un compte titre. Type du private equity, où tu pourrais mettre 30% de private equity si tu veux dans un PER bancaire, tu pourrais jamais le faire sur un PER assurance qui va être limité à 5% par exemple, ou 10% grand max, je crois. Donc du coup, tu peux pas tout faire dans un produit d'assurance, mais derrière, tu as une protection. Si tu décèdes avant, c'est transmis à tes bénéficiaires sans droit. Voilà, il y a tout. Il y a la même caractéristique qu'une assurance vie. Il y a pas mal de choses d'ailleurs communes à l'assurance vie dans le PER. Ouais, mais c'est la même base, hein. Ouais. Alors, c'est la même base. Il y a une grosse différence de base, c'est qu'effectivement, le PER, ça reste un produit illiquide, donc l'argent est bloqué, donc il y a quelques cas de déblocage, dont la retraite, voilà. Évidemment. Ouais, il vaut mieux. Et après, il y a des cas de déblocage en cas de problème, on va dire, droit de perte problème de la vie, voilà, ouais. Problème de la vie, du conjoint. Et l'achat de la résidence principale, qui peut être. Et l'achat de la résidence principale, qui est une révolution aussi dans le monde de l'assurance et de la retraite, puisque tu peux le débloquer pour l'acquisition de ta résidence principale. Après, je reste là-dessus avec une position assez, on va dire tranchée, on va dire. C'est de dire vraiment, attention, c'est un produit de retraite. C'est pas un produit d'épargne pour le sortir à ta résidence principale. Ouais. Pour moi, ça reste dans les mêmes catégories qu'en cas de coup dur. C'est-à-dire que si j'ai pas le choix, parce que j'achète ma résidence principale, que j'ai pas d'autres revenus à côté, ou d'autres typiquement, je me sépare, exactement. Je suis dans un cas où voilà. Ouais. Je peux activer cette sécurité-là que j'avais pour pouvoir faire cette démarche d'acquisition de résidence principale. Mais ça doit pas être une stratégie me disant je fais un PER, je le sors pour ma résidence principale, parce que tu vas avoir un côté même fiscal qui va pas être forcément intéressant. Dans ces cas-là, l'assurance vie va être plus intéressante pour préparer. Et encore une fois, comme ça va être court terme, on va préparer avec moins de risques. Alors que nous, comme c'est un produit de long terme, je vais le préparer avec plus de risques. Donc du coup, tu peux te retrouver, si je le débloque avant, avec un risque qui n'est pas associé à la stratégie de déblocage court terme. Voilà. Ok, intéressant d'ailleurs comme remarque. Donc, assurance vie PER, donc c'est pas les mêmes conditions pour disposer de ces liquidités. En revanche, on a des produits d'épargne qui sont identiques, c'est-à-dire concrètement on a accès à peu près aux mêmes produits, on peut les faire travailler au même niveau. Ouais, on peut. Après, ça dépend de la gestion que tu vas faire. Souvent dans l'assurance vie, on met souvent une gestion libre où tu choisis un peu les supports que tu vas prendre et comment, et puis tu es accompagné par un banquier, un conseiller en gestion de patrimoine qui va te donner tes recommandations d'investissement. Normalement, c'est comme ça que ça se passe.
Sauf Ça si tu dépend passes un combien. stade où, Oui, voilà, ça dépend combien t'as d'argent. voilà. Oui, oui, Ça oui. dépend combien. Quand t'en as très peu, t'es pas trop accompagné. Non. Quand t'en as au milieu, normalement, tu dois être assez accompagné. Et quand t'en as beaucoup, tu passes plutôt avec des mandats de gestion, des choses comme ça, où Ouais. tu vas laisser les sociétés de gestion prendre le contrôle pour gérer par rapport à un cahier des charges que tu leur as donné. Nous, dans l'épargne retraite, il y a une petite différence là-dessus, et c'est la recommandation du gouvernement par rapport à la loi Pacte, elle est posée sur une gestion pilotée. Et la gestion aussi qui est préconisée dans tous les contrats de retraite dans le monde, presque. Qui est de dire, en gros, le contrat de retraite, il doit se sécuriser au fur et à mesure de ton âge. Plus je m'approche de la retraite, moins je dois prendre de Moi, je risques. prends de C'est risques. Oui. exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Sauf que ça, en fait, on le fait automatiquement, donc chez Papy. Ok. Donc, du coup, on a une gestion, ce qu'on appelle une gestion pilotée, qui est automatique. Donc, tu as une gestion pilotée automatique où, au fur et à mesure de ton âge, chaque année, je vais sécuriser. Donc, Ce qui n'existe pas sur un produit d'assurance vie classique en non, gestion pilotée. T'as pas de coefficient, c'est pas coefficient, mais enfin, l'algorithme réagit pas en fonction de ton âge. Il va pas se dire, ok, je vais modifier un peu non, c'est pas des options qu'on a sur les contrats d'assurance vie. Ouais. Ok. Tu peux avoir des options de sécurisation de plus-value ou de moins-value pour éviter de te perdre trop, etc. Ouais. Des stop-loss ou voilà, des choses comme ça, mais tu n'as pas par rapport à ton âge une sécurisation en gestion pilotée. Donc c'est là où c'est intéressant le PER parce que tu peux prendre ton risque. Tu vois, si toi tu fais Papizzi aujourd'hui et que moi je fais le même, on prend la même collection, on va dire tous les deux on prend eau et énergie par exemple, et ben on n'aura peut-être pas le même degré de risque à l'intérieur parce qu'on n'a Ouais. pas le même âge et donc du coup on aura les mêmes collections mais on n'aura pas les mêmes rentabilités parce qu'on n'aura pas le même âge donc on n'aura pas les mêmes proportions au risque. Il y a aussi l'évaluation de mon profil d'aversion au risque au démarrage. Bien sûr. Ok, Ouais. d'accord. Donc ça veut dire que moi qui suis plutôt appétente au risque et je vais peut-être commencer plus haut que quelqu'un qui a le même âge que moi, mais qui a Ouais. plutôt averse au risque. Tu vas choisir tes collections, tu vas choisir ton risque. Enfin, on va te poser des questions, on va te recommander un risque. Tu peux toi dire, ok, je suis d'accord avec ce risque ou je vais aller un peu plus haut ou un peu moins haut. Tu vas pouvoir choisir ce que tu veux faire comme type de risque. Et après, surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le modifier comme tu veux. Ton espace client, ça veut dire, ben, moi, je veux plus de risques, je veux sortir ma collection, je veux plus l'eau, je veux que l'énergie, eh ben, tout ça, tu vas pouvoir le faire Mm. de manière indépendante. En gros, c'est vraiment une solution pour dire, si je t'explique tout et que je te donne le produit carte en main, toi, client, même si tu me dis j'y comprends rien au placement, tu vas pouvoir le faire parce que je fais que du bon sens. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on faisait avant, on dit aujourd'hui, tu n'as besoin de personne en vrai pour préparer ta retraite et constituer ce placement. Tu n'as besoin que de comprendre, d'avoir des mots qui sont faciles d'utilisation parce qu'ils sortir de ce langage financier qui est imbuvable, hein, on va se le dire, hein. Unité de compte, fonds de commun de placement, actions, obligations, Ouais, structurées. tu sais, avec tout ce que je sais, je suis encore dans une phase où je me dis, c'est à la fois pas si compliqué. Bah, tu vois, on complexifie un truc qui est simple et en même temps, c'est pas si simple que ça. Tu sais, j'arrive pas. Je suis encore dans un truc, c'est simple mais c'est compliqué mais c'est simple. J'ai toujours pas Ouais, tranché puis cette question. t'as quand même une barrière, alors toi qui est quand même, qui baigne un peu là-dedans, quand même, même beaucoup. Tu as cette connaissance parce que du coup, tu navigues au milieu de ces produits, au milieu de cette gestion et de ce discours. Mais quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, est graphiste, tu vois, ça c'est une barrière à l'entrée de compréhension de produit qui est immédiate. C'est pas à moi qu'on parle. Quand on te dit, appelle ton banquier, fais un plan d'épargne retraite, appelle ton banquier, t'inquiète pas, on va faire des unités de compte avec une partie action, une partie obligation qui sera sécurisée. Je vais mettre un peu d'ETF à l'intérieur et tout ça sera dans un environnement Oui, ISR. Tu oui, dis, oui, qu'est-ce oui, qu'il m'a oui, dit? oui, oui. Non, non, c'est vrai. Je pense que je me rends plus compte. Mais par contre, je suis pas pour l'hypersimplification parce que je suis pour que les gens aient le bagage pour pouvoir aller discuter de ces choses-là et faire des choix un petit peu plus en conscience. Tu sais, je suis pas pour l'infantilisation de la finance et de l'épargne. Non, il faut pas le faire, mais il faut donner un langage compréhensible et accessible. Il faut pouvoir comprendre ce que tu fais. Et en vrai, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas compliqué.
C'est vraiment pas compliqué. Quand tu investis dans une action, qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans des entreprises qui sont cotées, c'est tout. Mais tu investis aux côtés d'entreprises. Mhm. Point. Si je simplifie, c'est ça. Donc tu investis en prenant le risque à côté des entrepreneurs qui portent ces boîtes-là pour te dire, ben, j'investis à ses côtés pour aller œuvrer sur le marché qu'ils sont en train de faire. Type, on reprend l'eau et aller faire en sorte que la quantité et la qualité de l'eau soient au rendez-vous de demain, tu vois. Mhm. C'est les cahiers des charges qui se donnent presque tous dans la collection eau qu'on a définie. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu peux le simplifier en le discours. T'es pas obligé de dire c'est du fond. Tout ce que tu dis, on le dit, hein, d'accord. Déjà parce qu'on est obligé de le dire par la réglementation. Donc c'est tout défini, toutes les fiches, ce qu'on appelle les fiches d'ici, donc les fiches de fond, les fiches de tout ça, de tout le détail, etc. Tout est Document indiqué. d'information clé. Ouais, exactement. Tout est indiqué et tout est visible évidemment sur le site, etc. C'est normal et c'est une transparence complète des informations financières. Par contre, je pense qu'au démarrage, tu peux avoir un discours qui soit un peu plus accessible pour que tu comprennes que voilà, c'est pas obligé de te dire tous ces trucs-là dès le démarrage pour te casser tout de suite ta dynamique. Ouais, Donc, mais même, tu vois, je lisais avant qu'on prépare cet épisode des comparatifs assurance-vie euh, PER sur PER. l'excellent site avenuedesinvestisseurs.fr. Ils font des analyses, tu vois, de début jusqu'à la fin. Et je me dis, alors moi, je comprends tout, mais c'est à la fois clair et en même temps, il faut s'accrocher. C'est-à-dire vraiment, tu découvres et tu tombes là-dessus. Et on te parle effectivement de la fiscalité à l'entrée, de la fiscalité à la sortie, de la comparaison entre les deux, du fait qu'effectivement, de ta TMI, est-ce que c'est avantageux en fonction de Ouais, ta ouais. TMI à l'entrée, à la sortie, etc. Et déjà, effectivement, tu as une vingtaine de mots de vocabulaire que tu as pu ne pas comprendre. Donc, quand tu les as un peu absorbés, ce genre de lecture est simple et t'aide à clarifier les choses. Ça peut, je comprends que ça puisse paraître un peu comme un tsunami quand c'est la première fois que tu t'exposes à un langage d'épargne, même si le site se veut être une démarche de vulgarisation. Ce qui est intéressant, c'est, tu as raison, et à la fois, je pense qu'il faut compartimenter aussi ces choses-là. Par exemple, je pense que tu vas jamais sur un produit pour l'ensemble de la, on va dire des options ou du côté positif du produit ou du côté négatif. Tu n'as jamais une vision complète et globale, sauf si tu es un professionnel du métier et sauf si tu connais Ouais. vraiment tout. Pour rebondir là-dessus, par exemple sur Papizzi, tu vas pouvoir te dire, soit je viens pour le côté responsable et durable, parce que j'ai envie d'investir aux côtés d'entreprises qui portent. Soit je viens pour le côté fiscal, comme tu dis, et là, dans ce cas, je me suis renseigné sur ce côté fiscal qui fait qu'effectivement, je peux déduire tous mes versements à l'entrée. Ça a un On va impact on futur. va en reparler de On va en ça. reparler, mais du coup, soit je viens pour cet impact fiscal, soit je viens pour la rentabilité, parce que du coup, je vois les performances qui sont passées, etc. Et je me dis, bah, tiens, ça peut être intéressant, un truc. Soit je viens uniquement parce que je sais que il faut que je me fasse une épargne de retraite et l'environnement qui m'est proposé global, ludique, euh, visuel, etc. C'est quelque chose où je me sens bien, il y a quelque chose où ça me parle et je me sens, ça peut être Papilly, ça peut être un autre. Hein, je veux dire, mais on va choisir l'environnement où on se sent le mieux. Ouais, mais Voilà. tu vois, tu disais, en fait, arrêtons de se poser la question assurance vie ou PER, il faut les deux. La Ouais. question, c'est quand est-ce qu'on met plus sur l'un que sur l'autre. Et c'est important de finalement comprendre les stratégies qui vont nous faire plus appuyer sur la pédale de l'un que de l'autre. Et donc, nécessairement, en fait, soit on met la même chose, allez, je mets 100 sur mon assurance vie tous les mois et je mets 100 sur mon PER tous les mois. Et puis, en fait, on veut pas. Tu sais, il y a un peu un certain hermétisme à la complexité. Soit effectivement, on comprend un petit peu mais pourquoi il y a un avantage sur l'un qu'on n'a pas sur l'autre et pourquoi dans certains cas, on va avoir un avantage sur l'un et pas sur l'autre. Et là, on rentre juste dans un tout petit niveau de complexité supplémentaire, quoi. Alors, l'épargne retraite doit être pris avant l'épargne tout court. L'épargne retraite est un indispensable, est un impondérable. Tu dois forcément le faire, d'accord? C'est un compartiment très long terme, mais tu dois forcément l'avoir. Donc ça doit être, tu dois le mettre de toute façon, tu dois le faire. Que ce soit 50 euros par mois ou plus en fonction de ton revenu, tu dois le faire. L'assurance vie après à côté, c'est de l'épargne. Quand on me dit oui, mais attention, le PER c'est pas disponible et ça c'est emmerdant. C'est ben, heureusement,
c'est pas disponible. Si c'est disponible, ça sera pas une épargne retraite, ça sera une épargne tout court. Tu vois, il faut Non, que mais ce soit prévu pour la retraite. il y a un vrai avantage à ce que ce soit bloqué. Il y a une Oui. contrepartie à ça. Il y a une vraie contrepartie et elle peut être intéressante. On est obligé, on est tous des humains. Et si moi derrière j'ai un capital et qu'à un moment donné j'ai un problème et que j'ai besoin de liquidité, que j'ai un capital que je vois qui soit en retraite, que ce que tu veux, etc. Eh ben je vais tirer dessus. Hein. Il m'est rarement arrivé dans ma vie de pas tirer sur mon assurance vie, tu vois. C'est à un moment donné, t'as un coup dur, t'as un truc, t'as Noël qui arrive, il est possible que je refasse un retrait. Même si c'est pas le moment par rapport au risque. Mais ceci dit, tu vois, l'assurance vie est une épargne, alors que le PER est un compartiment en retraite. Après, quand tu fais une stratégie patrimoniale, si je vais un peu plus loin pour rebondir à ce que tu dis, il faut que je compartimente mes besoins. Quels sont mes besoins à court terme, à moyen terme, à long terme, en fonction de ma situation de famille, de mes objectifs, de ma stratégie. Qu'est-ce que je vais mettre de côté, par exemple, pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais mettre de côté pour l'acquisition de ma résidence principale, parce que j'ai envie de changer dans 4-5 ans? Est-ce que j'ai envie de mettre de côté pour, en cas de coup dur, une épargne de précaution au cas où? Et tout ça, c'est l'assurance vie qui va répondre et qui va gérer un degré de risque différent. En fonction du temps, je vais mettre un curseur risque et donc un curseur de fonds plus ou moins positionné sur le long terme, donc action ou obligataire plus bas, si j'ai en fonction de risque que je veux faire. Et là, je vais compartimenter mes besoins. Si je fais de l'immobilier, ça va être du long terme. Ceux qui me disent de l'immobilier, c'est du court terme, c'est une hérésie, par exemple. L'immobilier, c'est long terme. Parce que le risque associé au marché immobilier, même si aujourd'hui on voit que ça progresse presque tous les ans, en vrai, le risque associé à l'immobilier, c'est non liquide. Donc, c'est du long terme, c'est du gré à gré. Donc, tu vois, donc, en fait, dès que tu mets ces paramètres-là en route et que tu réfléchis de manière compartiment par compartiment, tu vas avoir la bonne stratégie patrimoniale associée. Et l'épargne retraite, c'est le compartiment le plus loin et doit être, pour la majeure partie, en tout cas, de ton besoin, il doit être mis dans une enveloppe spécifique pour ça. Ça ne veut pas dire qu'après, tu peux pas compléter ton épargne retraite à terme par de l'assurance vie que tu auras à côté, etc. Mais l'assurance vie étant disponible, il est possible que tu la sortes avant. Si tu as un besoin, tu vas tirer dessus. Donc, tu vas te retrouver le jour de ta retraite à poil. Hein. Si tu as fait que de l'assurance vie et que tu as retiré avant, tu vas te dire, merde, j'ai plus rien en fait. Hein, c'est tout le souci là. Et en fait, on va peut-être au-delà de la protection même des Français. On protège les gens d'eux-mêmes. On protège les gens d'eux-mêmes. C'est une belle vertu. Non, mais c'est vrai. Enfin, quelque part, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu cette idée aussi. Je me protéger de moi-même. On sait bien qu'en cas de gros accident de la vie, on peut le récupérer, mais je vais quand même me protéger de moi-même et je vais le mettre sur mon PER. Il y a de ça quand même. Hein. Ouais. Bon, il y a un vrai avantage, et là, on va parler de la fiscalité. Après, je voudrais qu'on parle de tes collections, parce que tu en parles depuis un petit moment, mais concentrons-nous sur la fiscalité, parce que c'est un gros morceau, c'est un morceau qui est intéressant, et dont j'avais pas perçu l'avantage à ce point-là, je t'avouerai. C'est un coup de pouce plus qu'intéressant. Ouais, c'est-à-dire que... Alors, est-ce que ça doit pas être le principal. Ouais. Tiens, parle-moi-en, parce que moi j'ai l'impression que quand même c'est quand même un sacré avantage. Toi tu dis il faut pas que ce soit votre seule motivation, mais bon, c'est non, moi je dis que c'est un produit d'épargne retraite. C'est pas un produit de défiscalisation. J'ai un coup de pouce de l'État qui me permet de défiscaliser, mais qui sera à un moment donné repris dans un certain sens, pas à la hauteur du coup de pouce que j'ai. Parce que explique-nous comment ça marche. Avec ça. Ouais. Tu as le choix à la souscription de tous les versements que tu fais sur un PER sont soit déductibles, soit non déductibles. C'est toi qui vas choisir cette option-là. Je parle du contrat individuel, d'accord? Je parle du PER individuel. Déductible de ton revenu imposable. Exactement. Ça concerne, dans le PER individuel, tu as 2 catégories que tu peux faire. Tu as une catégorie liée à tous les indépendants qui vont pouvoir soit déduire de leurs bénéfices imposables, soit déduire de leurs revenus. D'accord? Ouais. Et tu as la catégorie des particuliers, un salarié, par exemple, qui va le faire de manière individuelle et qui va pouvoir le déduire, lui, de son impôt sur le revenu. Donc, en gros, si tous les versements que je fais vont être déductibles de mon revenu imposable. Donc, si je déclare 40 000 euros par an
et que j'ai fait un versement annuel, par exemple, de 5 000 euros sur mon PER en 2022, eh ben, je vais finalement déclarer que 35 000 euros. Le gros avantage de ça, c'est que je suis au prélèvement à la source. Donc, en étant au prélèvement à la source, ça veut dire que mon revenu imposable n'est plus de 40, mais de 35. Donc, je peux modifier immédiatement mon prélèvement à la source et avoir l'impact fiscal immédiat sur mon revenu. Ça, c'est le seul produit qui te permet de faire ça. Sinon, les autres, ce sont des réductions d'impôts, etc. Il y a un effet quand même, un effet long terme qui fait que j'en aurai l'impact qu'un an et demi à peu près en moyenne après. Notamment sur les produits d'immobilier défiscalisants. Exactement. Ouais, exactement. Et encore, il faut qu'il soit livré. Bonjour l'optimisme. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand tu prends un produit de défiscalisant immobilier, tu le prends par exemple en 2022, il va être livré en 2024. Oui. Et donc, et tu verras sur tes impôts 2025. Tu vas, exactement. Ouais. Et tu vas avoir tes premiers loyers qui vont démarrer en 2024 et tu vas déclarer ces loyers de 2024 en mai 2025 et tu vas avoir ton premier économie d'impôt qui va arriver en octobre 2025. Ouais. Donc, tu as le temps. Hein. On est en 2022, tu vois. Et là, je parle d'octobre 2025. Donc, il y a des couples qui se séparent dans ce laps de temps et qui revendent. Oui, qui perdent l'avantage fiscal. Exactement. Et il y a des bons pots à faire, du coup. Exactement. Acheter. Mais donc tu passes dans ton exemple, tu passes de 40 000 à 35 000 de revenus imposables. En réalité, en fait, plus ta tranche marginale d'imposition, plus tu gagnes d'argent, plus c'est intéressant. Pour être un petit peu plus précis, voilà. Pour être un petit peu plus précis, plus ta tranche marginale d'imposition est élevée et plus c'est intéressant. Les tranches marginales sont progressives, d'accord, 11, 30, 41, 45. 75% des Français qui payent de l'impôt, il y en a beaucoup qui n'en payent pas, hein, 75% qui payent de l'impôt ont une tranche marginale à 30%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as versé 5 000 euros sur ton PER annuel en 2022, tu vas avoir 30% d'économie d'impôt. Ça veut dire que tu vas avoir 1 500 euros de gain fiscal. Ça veut dire que tout revenu supplémentaire est taxé à 30 et donc toute économie est déductible à 30. Déductible à 30. Sauf si t'es vraiment au tout début du palier de la tranche marginale. C'est pour ça que ça dépend de la stratégie, voilà. Sachant que quand tu peux faire sur tout versement. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je paye de l'impôt, je me dis, bah ouais, je vais déduire. Demain, j'ai un coup dur dans ma vie, je paye plus d'impôt, bah les versements que je vais faire, je vais choisir de pas les déduire. Qu'est-ce que ça a comme différence? C'est que tout ce que je vais déduire aujourd'hui sera fiscalisé à l'impôt sur le revenu le jour où je vais sortir. Et tout ce que je ne vais pas déduire ne sera pas fiscalisé. Donc en fait, je peux avoir une stratégie de fiscalité, de non-fiscalité pour limiter mon frottement fiscal à terme. Ça, c'est intéressant comme stratégie. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir comme stratégie aussi associée à l'impôt, en tout cas, c'est comme ça que je la vois, moi, c'est que si, par exemple, tu te dis, ben, quel est mon effort, qu'est-ce que je peux mettre par mois sur mon épargne retraite qui me permettent quand même de continuer à vivre, de ne pas manger des pâtes tous les jours, même si les pâtes ont beaucoup augmenté dernièrement. Et ben, tu vas dire, ben, moi, je peux mettre 100 euros par mois, mais je paye de l'impôt, effectivement, avec une tranche marginale à 30%. En vrai, tu pourrais mettre 148, presque 150, et du coup, ça te ferait un vrai 100 net d'impôt. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, 150 à 30%, ça te fait l'économie fiscale, tu veux te retomber à un 100. En fait, ce que tu dis, c'est que ton économie fiscale, si tu doit être réinsérée dans ton épargne. Voilà. Tu la remets dans ton épargne et du coup, tu fais travailler un montant d'épargne qui est plus élevé. Et là, tout de suite, c'est un effet de levier. Exactement. C'est ce qu'on appelle. Il y a l'effet de levier bancaire en immobilier et là, c'est l'effet de levier fiscal. Exactement. Alors, si ton gain, tu le réinvestis dans ton PER. Et en fait, c'est pas quand rien. Tu vois comme ça, quand tu vois comme ça, tu augmentes du coup ton versement et tu augmentes considérablement ton épargne à la sortie. Et là, j'ai une autre stratégie vraiment de patrimoniale, une autre stratégie de capital qui est celle de dire j'ai fait une économie d'impôt qui me permet, ou alors tu vas te dire je fais cette économie d'impôt qui me permet de faire autre chose. Ça aussi, ça peut être une stratégie. Je mets 100 euros, l'économie que je réalise d'impôt, je la réinvestis par exemple sur l'assurance vie ou sur un autre produit. Tu vois, oui, mais l'idée c'est pas de prendre le cadeau et d'aller s'acheter des trucs à la Fnac, mais effectivement d'en faire un effet de levier supplémentaire à investir sur
réinvestir sur son PER ou investir sur d'autres supports, mais toujours dans l'investissement, toujours C'est à comme ça que investir. c'est comme ça que en tout cas, c'est comme ça que je le vois, comme ça que j'en C'est le parle. gros avantage du PER. C'est Ah vraiment ouais, ce qui rend le PER plus ouais. attractif que l'assurance vie de ce point de vue-là, c'est que effectivement le gain fiscal est sensiblement important et peut-être réinvesti et donc nous permet d'augmenter notre capital investi au Ouais. moins Après, 30%. si tu n'as pas d'impôt et que tu fais quand même ton PER parce que tu te dis j'ai besoin de ce compartiment de retraite qui est encore une fois un incontournable, donc du coup je sais que j'en aurai besoin, donc je mets mes 50 euros par mois ou 70, enfin, peu importe le montant, sur mon PER, même si je le défiscalise pas parce que j'ai pas d'impôt, bah, à la sortie je serai pas fiscalisé. Oui, mais en réalité, à la sortie, en fait, si tu es non imposable une bonne partie de ta vie d'actif, tu seras non imposable à ta retraite. Et Ouais. en réalité, tu ni gain en tant qu'actif, tu vois, tu ni de gain à l'entrée, ni de gain à Ouais, la t'as sortie. compartimenté ton truc dans ton produit, dans Voilà, le seul produit d'épargne retraite. le seul gain, c'est qu'effectivement, tu t'es protégé de toi-même, tu t'es empêché d'utiliser cet Ouais. argent et au moins tu es sûr que ton capital il est constitué. Mais fiscalement, du coup, c'est zéro avantage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce produit est d'autant plus intéressant que tu gagnes beaucoup d'argent ou enfin, en tout cas que ta TMI est élevée. Donc ça veut dire gagner beaucoup d'argent, enfin gagner moyennement de l'argent et ne pas avoir d'enfants ou effectivement gagner beaucoup et avoir beaucoup d'enfants, enfin les deux, mais en tout cas avec Ouais. une TMI qui est au moins à 30. En dessous de 30, c'est un petit peu moins intéressant. Surtout on part du principe que ta TMI va baisser à la retraite. Donc c'est aussi pour ça que c'est avantageux, c'est que tu prends ton gain à l'entrée, tu seras 30, fiscalisé à 30% la de TMI, sortie, mais dès que tu gagnes plus de 26 000 euros par personne, par part, on va dire, ça dépend des enfants que tu as, etc. Mais on va dire, t'es tout seul, t'es célibataire, t'as 28 ans, tu gagnes plus de 26 000 euros par an, bah, déjà t'as une TMI à 30. ouais, Ça va vite, hein. Donc, du coup, oui. la TMI à 30, elle est très vite touchée, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'avantage fiscal d'une TMI à 30 sur le PER, il est presque immédiat, même quand tu es jeune. Tu peux tout de suite toucher, prendre parti. Puis après, de toute façon, en plus, ça va augmenter en général. Malheureusement, la fiscalité n'a pas tendance à se réduire quand tu progresses dans ta vie active. Elle se réduira au moment où tu pars à la retraite, puisque là, tes revenus fiscalisés vont être réduits. Tu prendras plutôt du capital et des choses qui viennent d'autres produits pour compléter tes revenus, qui n'ont pas du tout la même fiscalité que tes revenus de retraite, qui seront fiscalisés à l'impôt sur le revenu de la même manière que tes revenus professionnels. Et donc là, vraiment, tu vas avoir une baisse peut-être, c'est ce qu'on constate hein, sur la majeure partie des gens, tu as une baisse de la fiscalité, donc tu vas passer peut-être de 30 à 11 À ou 11. 14, je sais pas quelle tranche on aura à cette époque-là. Et là, tu auras une économie substantielle de l'impôt que tu auras créé. Et comme tu auras fait cette stratégie de réinjecter ton bénéfice fiscal dans ton produit, eh ben, tu auras un capital bien plus élevé. C'est ça qui est intéressant. Sinon, tu vas te dire, bah, ce que je gagne, je le repère un peu à terme. Ça dépend comment tu le réinvestis. Mm. Ce truc-là, il est complètement con. Cette réflexion, elle est bête. Non, mais elle est idiote quand même de dire, ouais, mais ce que je gagne, finalement, je le perds à terme. Ben non, pendant 30 ans, je t'ai fait un gain. Si pendant ces 30 ans, tu l'as mal investi, c'est toi qui es bête. C'est toi qui dois le réinvestir intelligemment. Et là, si tu le réinvestis intelligemment et que tu le fais de la bonne manière, là, pour le coup, on va pas parler de même chose. Le gain que je t'ai donné, tu dois t'en servir. Tu dois pas t'asseoir dessus. Tu vois. Sinon, effectivement, tu le repères après. Et c'est normal. Tu as été passif. Et Si tu es encore, tu actif, le repères pas forcément si justement ta TMI baisse, comme c'est le cas pour la plupart des gens. oui. Mais Mais j'avais eu des débats comme ça avec des gens qui étaient plus sur l'assurance vie, sur ces choses-là, qui me disent oui, mais d'un autre côté, la TMI, souvent, on va se retrouver à une TMI pareille à 30. Ça dépend déjà de la population. Et en plus, si t'as pas réutilisé ton gain, effectivement, mais là, je peux rien faire pour toi. Il fallait que tu réfléchisses et que tu le fasses autrement, tu vois. bon, je pense que sur la fiscalité, Oui, on on est pourra encore bon. en parler, Hector, mais c'est complexe. Oh là, Enfin, si c'est tu pas me si donnes. complexe. En vrai, il faut le simplifier, comme je l'ai dit. Non, ça pas. Voilà. Enfin bon, après il y a peut-être des alinéas et des astérix et des trucs, mais je pense je pense que là Non, on a il y en a l'essentiel pas trop, de la mais c'est vrai que les stratégie. gens, ouais, et les gens, ils se disent toujours qu'est-ce que la tranche marginale d'impôt, effectivement, c'est pas facile parce que tu vas confondre tranche marginale d'impôt, taux de Et taux prélèvement à la source, moyen, ouais. taux moyen, voilà, ça devient un enfer.
Donc les gens ils vont te dire, moi j'ai pas du tout une tranche marginale à Je suis 30, pas j'ai à une tranche 30, je suis à marginale 11. à 5 moi. Ouais. Ouais, à Tu 5. vois? Ouais. Et ils vont te dire, non, ça c'est ton taux moyen d'imposition. Mais Ouais. en vrai, tu as une tranche marginale plus Ouais. élevée. C'est compliqué parce C'est les que mêmes c'est comme ça initiales, quand taux même. moyen d'imposition et tranche marginale Ouais, d'imposition, ouais. c'est le même signe. Ils nous En ont réalité, bien, on utilise c'est fait rarement le exprès, hein. taux C'est fait exprès. moyen. Ouais, mais c'est Ouais. TMI en général, c'est vraiment tranche marginale d'imposition. Et sinon, on parle plutôt de taux de prélèvement à la source, effectivement, qui est une moyenne en réalité Exactement. Et la tranche de ces marginale tranches. est le taux qui te permet de calculer ton impôt en fonction de tes revenus et de tes parts. Une part si je suis tout seul, deux parts si je suis en couple pacsé ou marié. Premier enfant, 0,5 parts. Deuxième, du coup, ça me fait une part de plus. Et troisième, encore une part. Et après, j'ai le plafond du quotient familial qui va s'appliquer. Enfin voilà. Donc c'est tout ça qui va faire que si je sais calculer mon impôt, je comprendrai la tranche marginale. Mais tout le monde ne sait pas calculer son impôt et je le comprends tout à fait. Mais franchement, moi j'ai tapé tranche marginale d'imposition. Bon, il y a de ça un moment déjà, mais parce que moi non plus, hein, j'ai pas appris ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école, c'est bête, Non. mais on n'apprend pas ça à l'école, c'est quand même incroyable. J'ai tapé tranche marginale d'imposition sur Google. En plus, on tombe facilement sur des articles, des références des articles de l'État qui sont en général assez clairs et assez bien faits. Il y a même des exemples avec des calculs, etc. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous raisonnez sur combien va me coûter des revenus supplémentaires, combien vont me coûter en impôts des revenus supplémentaires ou une économie d'impôt, il faut raisonner en tranche marginale. Il faut appliquer le barème le Exactement. plus haut et non pas le taux moyen. Voilà. Ce qui est tout à fait le cas très fort dans l'immobilier d'ailleurs. Justement. Ouais. Tranche marginale plus prélèvements sociaux où là l'impact il est très très. Il faut vraiment le calculer pour éviter Ouais. de se créer un patrimoine qui soit trop fiscalisé ou au contraire de faire quelquefois des travaux, des choses comme ça qui te permettent d'avoir une défiscalisation assez importante par ce biais-là de la C'est tranche ça. marginale et des prélèvements sociaux qui sont associés. Vous voulez calculer ce que vous coûtez les impôts sur un projet locatif, faut pas prendre votre taux de prélèvement. Non, 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 surtout pas. Ouais. Ouais, On prend la tranche marginale d'imposition. vous allez Sinon, vous avoir allez vous une belle tromper. surprise. Ouais, vous allez avoir une mauvaise surprise à la fin. Ouais. Ok, une des spécificités de Papizzi, c'est comment c'est votre univers autour des placements. Qu'est-ce que vous faites de l'argent qui est confié, qui est déposé par les épargnants dans leur PER. Et contrairement à un PER classique dans une banque où on va choisir, vous avez le fonds Lazare, vous avez le fonds, je sais pas, Amundi ou j'en sais rien, le fonds Bidule, il y a une performance qui est adossée à ces fonds, etc. Vous avez choisi un autre univers de réflexion. En fait, derrière, il y a aussi des fonds. Bien sûr. Ouais. Mais Oui, parce qu'on n'est pas encore société d'assurance, société de gestion. donc vous faites pas encore vos propres produits d'assurance, mais même si Papizzi, c'est un produit qu'on a créé, hein, d'accord. Papizzi, tu ne le retrouveras nulle part ailleurs. Tu ne peux pas retrouver. C'est pas une marque blanche d'un produit existant, comme c'est très souvent le cas sur le marché. C'est un produit créé de A à Z et qui est unique. C'est-à-dire que votre assureur a créé les fameuses collections pour vous. On a créé les collections, on a créé les grilles de gestion, on a créé l'accessibilité à 50 € par mois, on a créé les frais réduits, etc. là-dessus, on a tout créé. De A à Z, le produit d'assurance, on l'a créé, on l'a fait valider par la compagnie d'assurance, on l'a fait valider par Donc, quand on parle de collection, restez avec nous, nous ne sommes pas en train de parler de mode, mais bien de produits d'épargne. C'est quoi ces fameuses collections dont tu parles? Non, mais ça fait partie du langage, justement, dont on parlait tout à l'heure, de dire pourquoi on appelle ça une collection et pas un fonds. C'est justement pour pouvoir donner une accessibilité, une compréhension à tout le monde. Nous, voilà, on parle de collection, on parle de t'abonner à ta retraite, de faire des abonnements réguliers qui, en fait, correspondent au versement régulier que tu pourrais faire. Le versement ponctuel, on appelle ça le solo. Tu vois, voilà, on essaie d'avoir un langage qui soit un peu déconnecté du langage classique de financier, pour surtout se séparer parce qu'on veut pas être catégorisé dans ces produits financiers. Qu'est-ce qu'on a la particularité de Papizzi, la forte particularité de démarrage, c'est que surtout tu démarres en choisissant là où les collections que tu veux soutenir. Eau, planète, énergie, comme je disais tout à l'heure, demain sûrement humain qui va arriver. Ça c'est intéressant parce que dans un parcours classique d'un produit financier, tu ne le retrouveras nulle part ailleurs. Normalement, tu démarres par ta connaissance client, qui tu es, comment,
qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien tu gagnes, quels sont ton patrimoine. Donc là, on te pose toutes les questions assez des fois compliquées, intrusives, on va dire en tout cas. Et à la fin, on va te faire une recommandation de placement par rapport à ça, avec le risque associé. Et on va te dire voilà tout ça. Et puis, je peux te mettre dans un environnement, effectivement, si tu le souhaites, responsable et durable ou pas. Voilà. Et là, on va te proposer des actions et des obligations et des machins. Nous, on voulait faire l'inverse. On voulait dire c'est toi, client, qui dois choisir ce que tu veux soutenir, et c'est ça qui va constituer ton produit. C'est ta conviction qui va faire tout le chemin de démarrage et pas l'inverse. C'est pas moi, professionnel, qui dois te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois le faire par rapport à ce que tu veux faire. Voilà. Je redonne le pouvoir à l'épargnant pour dire, tu as besoin de personne. Si je t'ai tout expliqué et que c'est facile de compréhension, ben, tu vas pouvoir faire toi-même tes propres choix. Donc, on a créé ces trois collections. Tu peux les cumuler, ou en prendre une, deux ou trois, comme tu veux cumuler. Et ça va représenter 25% maximum de ton placement. Les 75% restants, le socle, comme on l'appelle chez nous, est composé de fonds encore complémentaires, investissement responsable, tous responsables et durables, d'accord. Tous en label ISR, c'est ça que tu dis? Ouais, ISR, ESG, Greenfin, ça dépend un peu de chaque fonds. Okay. Mais on est tous dans cet environnement-là en tout cas, et ils ont vocation à contrebalancer le risque que tu vas avoir avec les collections que tu vas soutenir. Si je soutiens la collection eau, par exemple, je prends que cette collection-là pour rebondir encore sur ce schéma, ou que énergie, derrière, c'est que de l'action, puisque j'investis que à côté d'entreprise, donc c'est que du risque, ça. Donc ça veut dire que si je faisais 100% là-dessus, je prendrais un risque colossal pour les clients. Et même si je sécurisais au fur et à mesure, il faudrait que je sécurise par rapport à des supports que j'aurais à côté. Donc il fallait bien que je crée un environnement total me permettant de pouvoir prendre du risque, mais sécuriser aussi les fonds par rapport à notamment la réglementation qui m'impose de le faire. Hein. Je peux pas le faire n'importe quoi. Pour les grilles de gestion et la gestion pilotée, on est très encadré. Ouais. Donc on a créé tout cet environnement-là, on l'a créé pour dire tu choisis tes collections. Donc chacun va pouvoir être participatif et choisir ce qu'il a envie de faire. Donc on peut avoir des produits très différents en fait par rapport à chaque papysien qui peuvent choisir des fonds différents et de leur âge. Donc tu vas avoir du risque et des fonds qui vont être différents. Et tout ça, on a créé ces grilles de gestion, cet univers financier. On l'a créé avec Groupama Asset Management pour faire en sorte que ça tienne la route sur la durée, qu'on ait des sociétés de gestion qui soient derrière, qui tiennent bien le choc en cas de coup dur. Et ça marche plutôt bien. Ça marche dans les phases de hausse, ça marche bien dans les phases de baisse. On a tenu mieux que la moyenne. Et puis, si tu associes cette gestion financière aux deux principes de Papy qui sont je verse tous les mois, je fais du versement régulier, abonne-toi à ta retraite, comme on dit chez nous. Et deuxièmement, à la gestion pilotée qui est automatique chez nous. Franchement, on peut pas l'écrire là-dessus, mais pour perdre en capital, il faudrait quelques tsunamis d'affilée, quoi. Et en vrai, c'est presque pas possible. Donc, c'est pas ton choix de la collection qui définit ton niveau de risque. C'est ton allocation globale, sachant que tu peux avoir une collection qui représente que 10%, si tu peux faire une allocation 90-10 éventuellement, c'est pas bloqué à 25 en fait. En fait, c'est bloqué à 25 ça dépend de ton âge. Si t'as 50 ans et que tu vas choisir eau, énergie, machin, mais tu vas pas avoir 25% d'eau, énergie parce que du coup, je vais être obligé de mesurer le risque par rapport à ton départ à la retraite. Okay. Mais si t'as 30 ans de la retraite, tu vas avoir effectivement 25%. Si tu prends eau, tu vas avoir 25% de ce fonds eau dans ton portefeuille. Et après, le reste va être complémenté par 75% d'autres fonds, mais qui vont être plus tu vas choisir le risque, plus tu vas dire, ben, moi, je veux du dynamisme, plus la partie socle va être investie dans des profils plus risqués. Tu vois, tu auras toujours tes 25 et après, j'aurai plus de fonds actions qui vont contrebalancer si je veux du risque et si j'aurai plus de fonds prudents si je veux être plus prudent. C'est comme ça que je fais mon tampon. T'as 3 profils de risque en gestion pilotée chez vous ou t'en as plus? Oui, 3. Et le max de rendement sur le niveau de risque max, le niveau de rendement associé, il se situe où à peu près? En 2021, il se situe à 21%. Ah oui, on est quand même dans un niveau élevé. Ah oui, d'accord. En fait,
Mais le niveau prudent, il a fait 15, je crois, en 2021. Il y a deux choses là-dessus. Hein. C'est que, on peut pas assurer que le Ça passé va paraît se reproduire. Ouais, énorme. c'est pour ça. Ouais, c'était énorme. Hein. Sur les 5 dernières années, on a fait des performances monstrueuses. Mais 2022, Mais par exemple, enfin, c'est pas une bonne année. excuse-moi, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est complètement décorrélé avec ce que je connais des marchés financiers, d'un produit. Encore une fois, tout le monde l'a compris, j'ai pas de PER, mais d'une assurance vie. Moi, j'ai une assurance vie chez Pas Bourso. encore, pas encore. On n'a pas Ouais, encore. j'ai une assurance vie chez Bourso. Je suis dans un profil assez dynamique et j'étais à 6 ou un truc comme ça. Bon, là, en 2022, j'ai plutôt fait moins 10 ou moins 15 que 6, mais Ouais. euh, ça Après, me ça paraît dépend. énorme. Moi, j'ai une assurance vie aussi là, en 2021. J'étais sur un profil dynamique. J'ai fait 28, je crois. Ouais, donc En 2021. En 2021, pardon. Ouais. Ouais. En 2022, par contre, je fais moins 30. Ouais. mais c'est vrai. Mais en fait, quand tu as du risque, il faut la durée. C'est pour ça que je dis, si tu as du risque et que tu as le temps, c'est pas grave. La partie même, alors je crois pas que ce soit la partie risquée, la partie équilibre chez nous aujourd'hui, en 2022, du 1er janvier à aujourd'hui, comme tu fais toujours du versement régulier, d'accord, faut contrebalancer ça, comme on fait du versement régulier, on n'est pas sur un montant que j'ai versé au 1er janvier et où j'en suis aujourd'hui, c'est un montant que je mets tous les mois, donc ça lisse mon risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à peu près à -5 sur l'année. Quand le CAC, etc., est à, je crois, -18 de mémoire, il n'y a pas si longtemps. Donc du coup, tu as, je suis négatif, hein, cette année, celui qui est positif sur le long terme en étant en action comme on l'est, c'est presque impossible. Mais ce que je peux dire 2 choses. La première, c'est que tu as le temps, donc pas de panique. Et 2, on est sur un univers un univers de conviction. Donc quand tu investis sur une thématique qui est forte, que tu crois, la transition énergétique, par exemple, j'ai pas le choix que d'y aller. Je suis pas visionnaire de te dire ça. Tu vois, investir dans l'eau, je n'ai pas le choix qu'à investir dans l'eau demain. Sinon, on n'aura plus d'eau potable. Donc en fait, c'est que du bon sens que ce que je te donne. Et ce bon sens, en fait, va tirer la croissance de demain. J'en suis persuadé. Et là aussi, c'est pas non plus, je fais pas une boule de cristal. C'est que je me dis juste que si je fais pas ces investissements-là autour de ces entreprises qui ont vocation un peu à changer le monde et qui vont impacter la société, eh ben, en vrai, la croissance, elle ne peut être que tirée par cette économie responsable et durable. Donc, si je suis dans cette économie responsable et durable, à un moment donné, je vais bénéficier de cette économie-là. Donc, je suis à la fois vert et à la fois, entre guillemets, opportuniste des performances. Dans la mesure où c'est des produits que vous avez co-créés avec Groupama Ouais. Ganvi, Ouais. ça veut dire que l'historique des performances de ces produits-là est de 2020, date de 2020 seulement. Non, parce que les fonds, quoi, on fait ce qu'on appelle une architecture ouverte pour entrer les mains dans le moteur. Ouais. Là. Donc en fait, on a des sociétés de gestion qui existent depuis très très longtemps et des fonds qui sont existants depuis très très longtemps. On n'a jamais choisi des fonds qui viennent d'être créés juste parce que marketingment parlant, ils ont estimé que c'était bien d'être sur le volet responsable et durable. On a pris des fonds qui avaient une vraie thématique, qui portaient depuis de nombreuses années dans cet univers-là, qui 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qu'on appelle le track record d'historique sur la majeure partie des fonds qu'on a. On a fait vraiment une sélection très rigoureuse de tous ces fonds-là. Et puis ils ont fait leur travail, eux, d'un côté. Nous, on a fait notre travail d'un autre côté. On a fait auditer tout ça par une société de gestion indépendante qui a fait un audit, qui nous a donné d'autres recommandations. On s'est réunis autour d'une table avec Groupama Asset Management et puis on a décidé, du coup, par rapport au risque, aux décorrélations des fonds, machin associé, et à cet univers-là, quelle société de gestion on prenait, pour quelle hauteur et comment on allait constituer cette grille de gestion, ce qu'on appelle. Ok. Quand moi je veux souscrire via Papizzi, à un moment donné, j'ai pas la performance de chacun des fonds qui va constituer mon allocation. Si, ok. Et j'ai aussi un indice global où j'ai. Ouais. L'indice global, je sais pas s'il y a un indice global parce que c'est une gestion pilotée, mais tu as un indice par fonds. À chaque fois, tu as un indice, en tout cas par fonds, par support. Donc je sais si je prends le profil, si je prends le profil équilibre,
Il y a quoi? Il y a 5 fonds, il y a une dizaine de fonds à peu Ouais, il y a près. 6 fonds, ouais. Les 6 fonds, ok. Ouais. Pardon. M'est venue une jolie chanson, une jolie cantine dans la tête quand tu m'as parlé de 6 fonds. 6 fonds, ouais. 6 fonds plus les 3 de thématiques. Donc après, tu as 6 fonds de socle plus 3 de la thématique. Ok. Et donc, sur chacun d'entre eux, il y a effectivement l'historique de performance. Donc, tu peux voir ce qui s'est passé sur les au moins les 5 dernières années sur chacun de. Exactement. Et on a des sociétés de gestion qui sont toutes différentes et qui ont un univers différent, des investissements dans des zones géographiques différentes. Voilà. Tout ça, c'est fait pour ce qu'on appelle décorréler le risque et faire en sorte qu'on n'ait pas un ratio de risque-performance trop important. Et faire en sorte que du coup, on arrive à. L'objectif, c'est toujours pareil. Hein. L'objectif, c'est toujours d'être plus performant que le marché en prenant le moins de risques possible. Le combat permanent de la gestion, il est toujours là. Hein. J'ai très envie d'aller voir. Ça me titille, d'autant plus que tu m'avais dit la dernière fois. Alors, moi, en tant qu'indépendante, je peux faire payer ma souscription via ma boîte. Auquel cas, du coup, ça me fait renoncer d'office à l'avantage fiscal sur mon impôt individuel. Ça dépend comment tu es. Ça dépend si tu es gérant majoritaire d'une SARL ou si tu es en entreprise individuelle. Mais ça viendra se déduire de ton bénéfice. Ouais, c'est ça. Si tu as l'impôt société, ça se déduira de ton impôt société. Ouais. Et si tu as l'impôt sur le revenu, ça se déduira de ton impôt sur le revenu. Ouais, non, je suis gérante seule de mon EURL. Ah. Donc, à l'impôt société. Tu as l'impôt société. Ouais, exactement. Donc, ça se déduira de ton impôt société. Ok. Tu pourrais faire les deux, en vrai. Tu pourrais en avoir deux. Oui, avec deux produits différents. Tu peux cumuler, hein, voilà. C'est important de le dire pour tout le monde, c'est qu'on peut avoir autant de produits qu'on veut, hein, PER. Alors, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est à la fin, il n'en restait qu'un. Non, mais c'est pas inintéressant pour moi parce que je joue sur les deux tableaux, en fait. D'un côté, je fais passer en charge c'est mon abonnement, c'est mes versements que je fais passer en charge, du coup, ou c'est mes versements que je fais passer en charge. Ouais, ok. Ouais. Et de l'autre côté, je joue sur mon imposition personnelle par rapport à la tranche marginale qui est la mienne. Il faut que ça respecte le plafond d'épargne retraite que tu as sur ton avis d'imposition. Ok. Bon, en tout cas... en fait, c'est pour dire que tout ce qui est déductible est limité, forcément. Donc, du coup, l'impôt, l'administration. Oh là, il y a toujours des limites partout. Ouais, mais tu vas voir qu'elle est quand même assez élevée. Le législateur a dit, tu peux déduire de ton impôt sur le revenu ou de ton impôt société si tu es gérant majoritaire de ta société, tu peux le déduire dans la limite de 10% de tes revenus imposables. Plus 15% plus 15% c'était gérant majoritaire. Sinon, si t'es sur ton impôt sur le revenu, c'est 10% de ton revenu imposable. Et avec un minimum de 10% du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, en gros, de 41 000 et quelques. Donc, du coup, tu as 4 000 euros, tu vois, par an minimum. Et si tu l'as pas pris, tu as 3 ans en arrière plus l'année en cours. Donc, tu as quand même des montants qui sont quand même assez intéressants d'aller chercher. Et tu peux aller chercher si tu es marié ou si tu es pacsé. Et si ton conjoint ne fait pas, tu peux aller chercher le plafond de ton conjoint. Ouais, c'est intéressant aussi. tu lui piques son plafond. Bah ouais, je l'ai demandé. Ouais. Bon, ça, c'est des subtilités qui sont un peu techniques, mais après, il faut raisonner de manière globale. Et après ça, dans la technicité, etc., de toute façon, par exemple, nous ou d'autres, on a tous des équipes de professionnels associés où on répond en direct live à tout le monde par rapport à ces questions-là. Quelques dernières petites questions un peu plus techniques. Est-ce que parce qu'on peut loger des ETF dans les produits Papizzi et de la SCPI? Alors, je n'ai pas encore trouvé d'ETF de conviction thématique. Pour moi, c'est pas possible parce que du coup, l'ETF, pour rappel, c'est un produit quand même qui est un tracker d'indices. Oui. Un indice ne peut pas être un indice de conviction parce que sinon, ça c'est pas un indice. Du coup, la conviction, la thématique d'une conviction par rapport à porter une valeur ne peut pas être en ETF pour moi. Ok. La première chose, c'est que c'est pas, à mon avis, c'est pas compatible. C'est pas compatible. J'ai compris. Et c'est pareil pour l'immobilier. C'est que c'est pas pour moi une thématique. Comment dire, c'est pas conviction. C'est pas une conviction l'immobilier. Ok. Mais vous pourriez l'avoir dans les 75%. Vous pourriez avoir des ETF. On pourrait tout à fait le faire. Dans le socle. Ouais. Par contre, ce qui me titille plus sur l'avenir, je sais pas comment on le fera, c'est plutôt effectivement le private equity.
Ok, Ça, oui, d'accord. parce que là, investir aux côtés d'entreprises plus locales, plus pas cotées, donc le private equity, c'est une société de non cotée. Ouais. Et là, tu auras des histoires un peu plus personnelles à raconter à côté de dirigeants, à côté de voilà. Et ça, j'aimerais bien pouvoir à un moment donné à terme le faire. Je sais pas si ça sera dans ce produit Papiti, dans un autre support, mais ça sera intéressant. Et la dernière question, qui est pas des moindres, ce sont les frais. Ouais, Euh, ça c'est facile. pour, Ouais. pour toi, c'est facile. Non, effectivement, ben, en fait, il y a comme un peu un adage. C'est un peu plus tu vas vers un acteur traditionnel et puis il y a des frais, quoi. Enfin, moi, c'est ma perception des choses. Et plus tu vas vers un acteur disruptif ou un courtier un petit peu, voilà, un peu plus novateur, un peu plus récent, effectivement, ben, il y a beaucoup de Ouais. choses qui sont faites sur ces Déjà, frais-là. ouais. Nous, on voulait déjà un produit qui soit 100% digital. Donc, un produit où tu puisses faire ton parcours, intégrer tout, etc. en moins de 5 minutes, nécessite qu'un produit digital, tu peux pas avoir de frais élevés. Sinon, tu es hors marché. Donc, déjà, on s'est effectivement battu pour avoir une limitation de frais et faire en sorte que notre business model soit quand même positif, qu'on puisse gagner sur la durée, mais qu'on parie plutôt sur les performances, les valeurs, le volume que nous allons avoir et de pouvoir convaincre la majorité des Français de venir chez Papiti. Et c'est ça qui fera que demain, on pourra se rémunérer convenablement sur le produit, puisqu'en en gros, les seuls frais que nous avons chez Papiti, c'est 1% de frais de gestion. Et nous, c'est 1% de frais de gestion du contrat. Donc, si demain tu fais un Papiti, ce que je t'invite à faire, bien évidemment, euh, on prend zéro frais sur les Ce versements. que je vais faire. Zéro frais sur les versements, zéro frais d'arbitrage. Si tu changes tes supports, tu dis je veux changer l'eau, passer l'énergie, etc. Zéro frais. Si tu veux changer ton profil de risque, zéro frais. On a zéro frais sur la gestion pilotée, la sécurisation automatique, on n'en a pas. Zéro sur les rachats, zéro frais sur les rachats. Zéro frais de transfert. Si tu veux transférer un ancien contrat vers chez nous, on s'occupe de tout sans frais. Et zéro frais de sortie en capital à terme. D'accord. Donc tu sors ton capital ou tu fractionnes ton capital, zéro frais. Si tu fais des rentes, oui, tu auras des frais. Mais encore une fois, je te dis, c'est très rare qu'on propose la rente. On préfère vraiment 90%, 95% même. Il faut prendre du capital. Donc on a que des frais de gestion, on a que les frais de gestion de contrat. Par contre, ton placement, plus il progresse, si le première année, tu as 2000 euros, ben, j'aurai 1% de ces 2000 euros. Si l'année d'après, tu as 4000 euros plus la performance de ton contrat, qui fait peut-être 4200 euros, ben moi, j'aurai 1% de ces 4002. D'accord? À chaque fois que tu progresses, je prends 1% de ton épargne gérée. Seulement à la Euh, hausse. ben en fait, c'est 1% du global. Mais si tu baisses, je baisse. En fait, si 1%, tu baisses, ok, tu prends 1% des encours 1% de l'impôt. de tout ce Mais qui ça, est c'est le sur cas. Ouais. le compte. Ok, d'accord. Mais ça, c'est le cas de tous les produits d'épargne. Hein. C'est Tu verras standard. que Ok. ouais, assurance vie, etc. Alors ça se varie entre si tu es en ETF, des fois ils vont prendre moins, tu vois. Oui, mais Mais il d'un me autre côté, semblait que c'était 1% des rendements seulement annuels. non, c'est 1% du placement. Par contre, toi, quand tu vas le voir Mais sur ton du placement, coup, ça va être prélevé au fur et à mesure de la performance. Donc du coup, au lieu d'avoir une performance nette, par exemple, de 5%, je vais te donner une performance nette de 3. Et au fur et à mesure, je vais prendre, enfin de 4,2 plutôt. Et au fur et à mesure, je vais prendre je vais prendre mes frais au fur et à mesure de la performance. Donc du coup, tu vas pas le voir de manière aussi limpide que ce que je suis en train de te le dire. mais si je mets 10 000 euros en année 1, en Que tu as année zéro de 2, perf, si tu ouais, as ok, zéro de performance, d'accord, en année 1 que tu mets 10 000 euros, je vais te prendre, c'est 100 euros. ok, d'accord. La deuxième année, tu reprends sur mes 10 000 euros ou tu prends juste Ouais. sur le nouveau capital et Non, la perf? je reprends sur le global. Ok, d'accord. Ça, c'est le cas dans tous les placements, de tous les placements. Et en fait, c'est le seul frais. En fait, du coup, nous, on est corrélé à la hausse. C'est-à-dire que si tu montes, si tu gagnes, je gagne. Si tu perds, je perds. Donc, j'ai tout intérêt à ce que l'environnement se passe bien et qu'on soit tous contents dans la hausse, que je ne perde pas de clients. Parce que si le client s'en va, ben, je perds tout. Si le client est content et qu'il reste sur la durée et qu'on fait des bonnes performances, et ben là, on va tous être gagnants. C'est ça mon modèle économique de performance, de frais. Donc c'est comme ça que je me rétribue et que je me rétrocède. Voilà. Après, on prend pas de frais sur les unités de compte, etc. Tout ça, on n'a pas ça. Merci Thomas. Mais merci Delphine, merci beaucoup.
Papizzi, on l'a dit, mais Papisy. Ouais. Alors, tu nous trouves, même si tu tapes PAPISI, normalement tu nous trouves partout. Tu vas nous trouver. Même si tu l'écris mal, tu nous trouves. Mais PAPISY, ouais, point. Donc papisy.com. Ok, ouais. Donc papizzi.com si vous voulez vous intéresser, si on a réussi à vous intéresser à ces sujets-là. Et donc on peut soit y aller franco, faire sa souscription, soit éventuellement avoir faire des simulations, regarder. On peut simuler, hein. On dit aussi simuler, c'est l'adopter. Tu fais ta simulation, tu vois un peu comment ça fonctionne, tu vois là. J'adore. On a pas mal de... Simuler, c'est l'adopter. Oui, tu peux te marrer en faisant des produits d'épargne quand même, tu vois. J'adore. Et ça, tu devrais le mettre en pub. Mais après, c'est... Ouais. Est-ce que Papizzi a un style de communication un petit peu décalé, surtout dans cet environnement d'épargne? Oui. Nous, on est très décalés, très audacieux. Voilà, ils font des pubs avec des petits chats et tout. Mais regardez là, celle-là, simuler, c'est l'adopter. Mais je l'aime. Elle est bien, ouais. Et du coup, c'est vrai que tu fais ta simulation, tu regardes un peu ce que ça, tu estimes ta retraite à terme avec Papizzi, tu vois ce que ça va donner. Et là, du coup, en général, tu es assez convaincu du schéma. Et on fait pas des taux de simulation qui sont décorés, on est à 4%, je crois. Donc c'est pas du tout excessif. Mais en fait, comme pour simuler, tu dois faire un taux de rentabilité annuel de ton placement. Ah oui, pardon, tu prends une hypothèse. Ouais. L'hypothèse que tu prends dans ta simulation, elle est relativement, elle est assez conservatrice. Exactement. Ok, super. Bon, merci Thomas. Voilà, donc papysy.com pour PAPISY, vos informations. Voilà. Yes. Et moi, je vous tiendrai au courant si je passe à l'acte de la souscription. C'est très probable. La question, c'est juste quand dans mon planning. On va faire des bonus. On a des bonus en ce moment, qui sont intéressants. On offre un mois d'abonnement pour tout nouveau souscripteur. Un mois de versement, donc. C'est le Père Noël. Pardon, nul. Bon. Sachant qu'on enregistre en décembre, mais que moi je vais le publier en janvier. Donc ce sera plus le Père Noël du tout. En janvier, ce sera la Saint-Nicolas. Venez voir, on a toujours des offres intéressantes qu'on va faire. Super. À côté de ça. Bon. Merci Thomas. J'espère qu'on a tenu le pari de vous intéresser au sujet des retraites. Merci à tous les auditeurs. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye. Merci Delphine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avec quoi repartez-vous de cette discussion? Prenez au moins 1 minute pour vous poser cette question et faire une note mentale ou écrite de ce que vous retenez de cet épisode avant de repartir vaquer à vos occupations dans le tourbillon de la vie. Pour ma part, je retiens cette histoire d'effet de levier fiscal qui rend le PER hyper attractif par rapport notamment à l'assurance vie. Si on accepte évidemment de bloquer son argent. Et ça, c'est une autre histoire. Pour une personne comme moi, qui est dans une trajectoire très dynamique d'investissement avec un fort besoin en cash, je pense que le PER est un très bon produit, tout de même, mais pour plus tard me concernant. Pour ma part, la préparation de la retraite passe par la construction de mon patrimoine immobilier. Je garde donc un œil attentif sur le PER pour les prochaines années et évidemment, je ne manquerai pas par contre de le conseiller à mes proches qui, eux, n'ont, contrairement à moi, aucune envie de consacrer leur week-end à faire de l'immobilier. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.